J'espère que vous avez tous bien mangé. On va essayer d'attaquer l'après-midi sans trop de retard. Donc, on va essayer que tout le monde prenne place. Et on va débuter cet après-midi basé autour du thème des femmes ménopausées. Sont-elles des femmes sèches ? Donc on essaiera de tenir le temps de communication à 20 minutes pour laisser la place à des questions et des discussions avec l'oratoire pour une dizaine de minutes. Et pour la première communication, nous avons l'honneur d'accueillir le Dr Alain Giamy, qui est directeur de recherche à l'INSERM à Paris et président du comité scientifique de la WAS, qui est l'Association mondiale de la sexologie. Monsieur Giamy, je vous laisse la parole. Bien, bonjour. Merci de m'avoir invité donc, à cette conférence où je ne me sens pas tout à fait à ma place, quand même dans un auditoire, enfin dans un public, des participants qui sont surtout engagés dans la pratique, dans la clinique, dans la rencontre avec les patients. Moi, je ne suis pas clinicien, je ne suis pas praticien, mais j'observe et j'écoute ceux et celles qui font de la pratique. Donc, je vais essayer de tenir un discours, finalement, dans lequel je reprends c'est une étude sur les mots, disons, les paroles avec lesquelles on parle de ces choses-là et les différentes questions qui se posent ici et ailleurs. Voilà. Alors, donc, qui parle de quoi et comment? Donc, c'est l'idée. Premièrement, donc, je suis un homme, hein, donc ça veut dire que c'est un savoir situé et forcément limité, car l'identité de genre ou le sexe, c'est la limite, finalement, c'est une des limites fondamentales de notre rapport au monde, et ça ouvre en même temps un certain nombre de choses. Deuxièmement, donc, c'est un discours qui est ancré dans les sciences sociales, dans l'anthropologie, la psychologie sociale, l'histoire, qui se situe donc entre le discours et les pratiques. La question du sexe et du vagin ou d'autres façons de parler des organes génitaux, elle se situe entre l'attirance et la répulsion, suivant les moments. Trop sec, trop mouillé, inodore, odorant, trop serré, trop large, accueillant, repoussant, menaçant, insupportable, etc. Comment le toucher, comment le sentir, car le médecin est aussi un homme ou une femme, et que les pratiques d'auscultation génitale peuvent être considérées comme des pratiques médico-sexuelles qui suscitent des émotions, des représentations, des fantasmes, autant chez le clinicien que chez la patiente ou le patiente. Et donc, on va essayer de voir finalement quels sont les mots qu'on emploie pour décrire cet objet entre la science, la culture, le sens commun, la subjectivité, la littérature peut-être aussi. Alors, la langue française, alors vraiment c'est petit, tout ça. La langue française, donc le trésor de la langue française, ce dictionnaire magnifique qui est en accès gratuit sur Internet, définit le vagin finalement comme l'organe de la copulation. Mais l'autre de Santé Médecine montre que cet organe permet aussi bien la procréation et la mise au monde des enfants. Une autre définition est celle qui prend en compte la reproduction. Et enfin, donc, il y a la question donc, de la pénétration, et le Wikipédia fait donc apparaître que la pénétration, pour qu'elle ait lieu, donc, et qu'elle puisse assurer la reproduction de l'espèce, elle a besoin de récompenses. Donc, est-ce que, finalement, ça pose la question de savoir à quoi sert le vagin et à qui il sert? Est-ce que c'est uniquement un organe reproducteur ou c'est un organe qui peut servir ou être utilisé pour d'autres fonctions? Alors,
quels sont les termes pour parler de la femme? Enfin, c'est un relevé qui n'est absolument pas exhaustif des termes. Donc, on se souvient notamment qu'après la publication du Deuxième sexe par Simone de Beauvoir, Mauriac avait dit à Sartre: on va tout savoir du vagin de votre patronne. Alors, c'est un terme qui est un terme relativement médical et anatomique. Et qu'est-ce que ça veut dire de dire que Simone de Beauvoir a dévoilé, enfin, est-ce qu'elle a dévoilé son vagin? Est-ce qu'elle s'est dévoilée elle-même? Est-ce qu'elle s'est mise à nu, finalement? Est-ce qu'elle a dévoilé des secrets en parlant du deuxième sexe? Paru en 1967, l'ouvrage de Gérard Zwang, un des piliers ou un des pionniers de la sexologie en France, avait publié ce très bel ouvrage, Le sexe de la femme, qui est très abondamment illustré d'œuvres d'art. Et c'est notamment dans cet ouvrage qu'on avait eu connaissance de ce fameux tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde. Et c'est à partir de là qu'on a retrouvé, en quelque sorte, l'origine du monde. Et alors, Zwang remet en question cette idée de comment est-ce qu'on va désigner le sexe de la femme. Est-ce que le vagin est le terme approprié pour désigner cet ensemble de choses? Mais donc il définit ça. Le sexe, c'est bien autre chose que l'organe qui, au bas du ventre, indique si l'on est fille ou garçon. Subjectivement, la femme qui n'a pas lu Marie Bonaparte ne se sent guère de barrière entre sa vulve, son vagin, son sexe s'étend au moins du clitoris au col utérin. Donc, on le voit finalement. Est-ce que, alors ce matin, Sophie Berville parlait de métonymie. Est-ce que le vagin, est-ce que c'est la partie qui représente le tout, ou est-ce que c'est le sexe qui est la partie qui représente le tout? Finalement, il y a des espèces de jeu de langage pour savoir si on s'occupe de la partie ou du tout, et donc de quoi est-ce qu'on parle. Donc, cette fameuse œuvre de Courbet, qui est désormais exposée et bien protégée au musée d'Orsay, fait apparaître que le vagin est aussi une question culturelle, longtemps cachée, censurée, gardée secret, et jamais montrée. Lacan, qui fut le dernier propriétaire de cette œuvre, l'avait exposée dans sa maison de campagne, mais l'œuvre était recouverte d'une peinture sur bois de André Masson, et Lacan l'a dévoilée finalement à ses visiteurs triés sur le volet. Un autre ouvrage d'érotologie orientale, Le jardin parfumé du Cheikh El-Nafzaoui, qui est un ouvrage d'érotologie assez ancien, qui a été publié en France depuis le début du XXe siècle. La lecture de cet ouvrage permet de dénombrer 43 termes différents pour désigner ce qu'ils appellent les parties sexuelles de la femme. Et donc, cet ouvrage est un éloge du coït et une très belle description des différentes caractéristiques du sexe de la femme, donc je vous laisse découvrir ces termes: l'entrée, la motte, l'oiseau, le plumet, le grand nez, le hérisson, le silencieux, le profond, le brûlant, les lèvres, la montagne, le remuant, etc. L'enragé, le puits, l'enragé et beaucoup d'autres. Mais finalement, ce qu'il apparaît, c'est que parmi les caractéristiques qui sont attribuées dans ces descriptions du vagin, la question de l'humidité ou de la sécheresse n'apparaît pas comme une valeur constituante. On n'a pas de récit dans cet ouvrage de l'éjaculation féminine, des sécrétions féminines plus ou moins abondantes. Ce qui compte, c'est la vigueur, la réceptivité et l'activité du sexe qui est mise en avant, et les parties génitales de la femme, comme celles de l'homme, sont celles qui ont pour fonction d'apporter un plaisir réciproque à l'un et à l'autre. N'oublions pas aussi le vagin, cible de la haine. Une très belle étude publiée dans la revue Sexologie
par Solange Mer et Nadia Flicourt, parle justement des femmes victimes de violences sexuelles dans le Bas-Kivu en République du Congo, où Solange Mer, donc, qui est originaire de cette région et qui y travaille depuis très longtemps, nous rapporte comment l'une des cibles de la guerre, c'est de détruire les organes génitaux des femmes, car elle considère que la femme tient son pouvoir de l'utilisation qu'elle fait de son vagin, et qu'en lui endommageant son vagin, c'est son pouvoir qu'on met à mal, et c'est surtout la survie de son groupe ethnique, de son groupe social, qui est mise à mal, car elle ne pourra plus se reproduire, survivre, maintenir une famille, etc. Et on le sait, il y a les travaux de Véronique Naum-Grapp sur l'ex-Yougoslavie qui montrent comment le viol et la destruction des organes génitaux sont des éléments de la guerre donc, dont les femmes portent le fardeau. De façon plus systématique et dans le monde occidental, les travaux de Andrea Dworkin, décédé en 2005, et notamment son célèbre ouvrage Intercourse, qui en anglais veut dire le rapport sexuel, montrent comment alors, le vagin est le lieu de la domination masculine et que la pénétration est une forme d'érotisation de cette domination. Et Andrea Dworkin considérait que toute pénétration génitale était une forme de viol, et pas seulement le viol, c'est-à-dire les rapports sexuels non consentis. Toute forme de pénétration érotisée par l'homme dans le cadre des rapports de domination est une forme de domination de l'homme sur la femme. Alors, par ailleurs, toujours dans ce survol des représentations, on a la question de l'ambivalence à l'égard des humeurs, et les critiques et les différentes cultures n'ont pas la même position à l'égard des sécrétions vaginales, notamment les règles et autres éléments considérés comme impuretés. Alors, ce terme a été critiqué ce matin, mais il est quand même utilisé, notamment, on le voit, dans la religion, dans le judaïsme orthodoxe, les femmes sont soucieuses d'éliminer toutes les pertes menstruelles, alors qui sont source de l'impureté, de cette mauvaise nouvelle d'être toujours stérile, disons, provisoirement, mais surtout au niveau comportemental, ceci se traduit par une obsession permanente de rechercher la moindre tache sur les sous-vêtements et d'entretenir une hygiène absolument parfaite, alors que dans d'autres cultures, dans d'autres ethnies, notamment en Inde, il y a un tabou, y compris pour la femme, d'explorer ses organes génitaux. Donc on voit bien les vérités, disons, diffèrent suivant les cultures, et notamment Françoise Héritier l'avait bien montré, le rapport justement aux humeurs corporelles est le témoin d'une relation au corps et d'une relation à la société et des relations entre les genres. Et donc on a soit, suivant les moments et suivant les cultures, une attention excessive ou une absence d'hygiène des parties des organes génitaux. En Afrique, les choses sont encore... alors, quand on dit l'Afrique, ça n'existe pas. Hein, c'est plusieurs milliers de cultures qui vivent dans ces pays. Mais si on doit réduire la complexité du continent africain, on observe que l'Afrique est, disons, coupée en deux, avec d'une part, plutôt du côté de l'Afrique de l'Ouest, la culture du vagin humide, où on utilise toutes sortes de substances pour humecter le vagin, et c'est le signe, ce respect, disons, du vagin humide est un respect du plaisir sexuel de la femme, qui est à la fois une reconnaissance, une attention portée plus grande aux préliminaires sexuels,
mais surtout une culture où on développe des rapports un peu moins inégalitaires entre les hommes et les femmes. Par contre, du côté de l'Afrique de l'Est, c'est la culture du vagin sec, avec toute une série de techniques corporelles visant à réduire au maximum les sécrétions internes qui favorisent la lubrification et qui favorisent la pénétration, et dans une culture dans laquelle le vagin est au service uniquement, exclusivement du plaisir de l'homme, et où cette pratique du dry sex devient un problème de santé publique. Marlène Wasserman l'a montré en Afrique du Sud, comment les techniques du dry sex contribuent à l'augmentation du risque d'infection à VIH. Alors, de façon plus globale, Françoise Héritier, qui est anthropologue et non pas ethnologue, avait tenté de systématiser la question justement de la sécheresse, de l'aridité et de la stérilité qui se joue aussi bien dans le corps de la femme, qui est la métaphore du climat et du rapport à la terre et la production agricole d'alimentation. Une terre sèche est forcément aride et stérile, et c'est la même chose qui est observée, qui est considérée comme telle pour les femmes. Alors, tout ceci, donc, c'est un constat, si vous voulez, c'est un constat, disons, culturel. Dans le monde dans lequel on vit ici, donc en France, merci, dans le monde dans lequel on vit en France actuellement, on a essayé d'enquêter justement sur les attitudes des membres des professions de santé à l'égard de la sexualité, et notamment à l'égard de l'exploration des organes génitaux. Alors, ce qu'on peut déjà dire en premier lieu, c'est qu'en l'absence de formation aux questions de sexualité, mais ici, je veux dire, comme on disait ce matin, le mode de recrutement est un peu biaisé. Hein, je veux dire, on a des personnes qui sont intéressées par ces questions, des personnes qui viennent justement se former, peut-être pour combler cette absence de formation. Ce qu'on observe aussi bien pour les médecins que pour les infirmières et les sages-femmes, qu'il y a vraiment un effet de genre dans la pratique du soin, c'est-à-dire que les femmes préfèrent parler et préfèrent examiner des femmes, et les hommes, médecins, préfèrent parler avec les hommes. Alors ceci, c'est un ensemble de mécanismes défensifs qui sont à l'œuvre, si vous voulez. C'est l'idée selon laquelle, pour les hommes, examiner les organes génitaux des femmes constitue désormais un risque d'accusation d'abus sexuels. Pour les femmes, examiner les organes génitaux ou les zones anogénitales des hommes, c'est aussi l'idée qu'elles puissent être elles-mêmes l'objet d'un abus sexuel ou d'un harcèlement de la part du patient. Donc les risques ne sont pas les mêmes, mais la perception de ces risques contribue à l'évitement des pratiques d'examen. Je citerai juste une anecdote. Au moment où je faisais cette enquête, je vais la première semaine rencontrer un médecin généraliste qui travaillait dans un cabinet de la région parisienne et qui me montre son cabinet, qui me dit, voilà, vous comprenez, ici, on ne peut pas examiner les femmes, c'est pas possible, l'espace n'est pas fait pour ça, donc j'évite de les examiner parce que c'est pas possible. La semaine d'après, je reviens dans le même cabinet, interviewer sa jeune consoeur, qui me montre le même cabinet, qui me dit, voilà, moi, systématiquement, je fais un frottis génital, ici, le cabinet est fait pour ça. Si vous voulez. Donc, on voit, si vous voulez, comment le genre du clinicien oriente en grande partie sa pratique, et notamment à l'égard des parties génitales. Et on le voit, finalement, qu'est-ce que révèle l'absence de formation aux questions de la sexualité? Elle révèle comment les personnes, les professionnels, mobilisent les ressources qu'ils ont en eux, qui ne sont pas des ressources médicales, qui sont leurs ressources personnelles, c'est-à-dire leur aisance personnelle à parler de la sexualité, ou la gêne que les personnes peuvent avoir à aborder ces questions. Et ça va se traduire par un essai d'évitement
de l'examen des parties génitales ou le fait de ne jamais prendre l'initiative de poser ces questions. Le dernier point, si vous voulez, c'est que finalement, les choses sont en train de changer. Et comme vous le savez, le Haut Comité à la santé publique est en train de lancer une stratégie nationale de santé sexuelle. Donc on peut se demander effectivement quelle configuration elle va avoir, si elle correspond effectivement au concept de santé sexuelle tel qu'il a été conçu il y a plus d'une trentaine d'années dans le cadre de l'OMS, qui mettait l'insistance sur la question du bien-être et de l'absence, et non pas uniquement sur l'absence de pathologie. Quelle place vont avoir la prévention du sida, la planification familiale, la sexologie des troubles sexuels dans cette stratégie nationale de santé sexuelle? Mais ce qu'on observe, c'est que apparemment le Haut Comité a eu conscience des difficultés pour les professions de santé de prendre l'initiative d'examiner les questions de sexualité et éventuellement les organes génitaux, et qu'elle recommande une approche volontariste de cette dimension au cours de la consultation médicale. Donc, je pourrais dire que mes collègues et amis formateurs en sexologie sont bien placés pour lancer cette affaire. Et enfin, on a le soutien des pouvoirs publics pour se lancer dans ces questions qui deviennent considérées comme des problèmes de santé publique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir tenu votre temps de parole. Du fait des différents thèmes, on a fait le choix d'essayer de faire une petite discussion entre chaque communication. Donc savoir si, au niveau de la salle, certains avaient des questions à poser à M. Gianni. Bon, ça a été limpide. Okay. Bravo. Merci à vous. Docteur Estrade, enchanté. On va passer à la seconde communication et accueillir le docteur Betty Rossin, sur la santé vaginale. Donc, docteur Betty Rossin qui travaille sur Saint-Joseph à Marseille et qui était responsable du centre de PMA. Oui. Et qui est notre présidente cette année. Allez, je vous laisse la parole. Je remercie le comité scientifique de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Et pour répondre aux recommandations de mon amie Mireille Baudermal, elle m'a demandé de dire ce que c'était que la santé vaginale, de façon simple. Donc je vais essayer de le faire. Avec tout d'abord un premier préambule. Le vagin, il est au centre de secrets de femme de par sa situation entre l'appareil génital externe et interne. Vous savez que c'est un indicateur des mouvements hydriques, lubrification, hydratation, du milieu hormonal au cours de la vie génitale sous l'influence des œstrogènes et un rempart contre les agressions externes pour protéger l'appareil de reproduction. Ces fonctions, elles sont multiples, sexuelles, hormonales, mais c'est un lieu de résorption très important, bien sûr de passage du fœtus et des annexes, de défense, mais tout ça dépend d'une muqueuse qui va être résistante, souple, humidifiée, hydratée et d'un pH acide. L'écosystème vaginal est donc essentiel et le maintien de son équilibre est donc indispensable pour permettre l'accomplissement de toutes ces fonctions. L'œstrogène est le chef d'orchestre de cet équilibre. Ces récepteurs sont exprimés au niveau du vagin et de l'appareil urogénital, d'où les troubles associés de ces deux lieux. Le deuxième préambule, c'est de rappeler que le vagin va subir des remaniements liés à l'âge, tout d'abord après la naissance, puis après la puberté et tout au cours de la vie génitale de façon cyclique. Et ce deuxième remaniement va stopper quand le troisième remaniement va apparaître, qui est la ménopause, qui va apparaître où le syndrome génito-urinaire de la femme ménopausée va apparaître de façon de plus en plus prononcée. En effet, les troubles trophiques de la ménopause deviennent un vrai sujet de santé publique.
D'abord, du fait de l'allongement de vie des femmes, on va passer un tiers de notre vie en état de ménopause. Ça va concerner à peu près 14 millions de femmes pour un avenir en 2020. Et ceci au sein d'une société qui a évolué, qui est plus exigeante en matière de santé, en matière de qualité de vie, et où il est de bon ton que la femme reste belle, jeune et en bonne santé. En fait, les femmes sont très inégales vis-à-vis des troubles trophiques de la ménopause, à la fois dans le ressenti et dans les cycles objectifs que nous observons, nous, en tant que gynécologues. On sait que la santé physique, psycho-affective, vont impacter ce ressenti. On sait le rôle du poids, du stress, de l'activité physique, de la situation relationnelle avec le partenaire, des contraintes socio-culturelles. Donc, définir la santé vaginale et ses paramètres d'évaluation va nous permettre d'évaluer une stratégie de correction. Alors, comment se définit la santé vaginale? En fait, c'est une adéquation entre un vagin anatomiquement normal, où règne une homéostasie histophysiologique et un microbiote équilibré, sans symptomatologie locale, bien sûr, permettant une vie sexuelle normale, et où ça va participer une action corticale dans le plaisir, désir, lubrification. Alors, matériel et méthode, c'est quoi? En fait, le vagin est un indicateur biologique très facilement accessible et observable aux modifications des œstrogènes. Les paramètres de santé vaginale, ou le score de Bachmann, ou le Vaginal Health Index Score, nous sert dans nos études. C'est l'état de l'épithélium, son hydratation, les sécrétions vaginales, le pH et l'élasticité. Ceci est coté de 0 à 5, 0 le plus mauvais, 5 le mieux, auquel va s'ajouter des données cliniques supplémentaires, en particulier la ménopause, sur la pâleur des muqueuses, la présence de rides, la morphologie des cellules épithéliales, les signes fonctionnels dont on vous parlera ultérieurement, et le score de qualité de vie, tout ça étant coté de 0 à 3. En fait, le premier paramètre d'évaluation de la santé vaginale, c'est l'examen gynécologique qui va apprécier la vulve et le vagin. Donc, lorsqu'on a apprécié la vulve et qu'on met le spéculum, on apprécie une muqueuse quand elle est normale, une muqueuse vaginale rose, épaisse, brillante, humide, souple et striée. On sait qu'il y a des faisceaux musculaires sous-jacents qui forment les plis transversaux qu'on appelle les crêtes. Même les bourrelets antérieurs et postérieurs du vagin sont recouverts par des crêtes. Et vous savez que les faisceaux musculaires sont en ce qui permet un très fort pouvoir de distension du vagin. C'est important lors des rapports sexuels, mais également lors de l'accouchement. Cet aspect rose brillant correspond en dessous à une hémostasie histophysiologique qui est le résultat d'un accord entre un épithélium et un chorion sous-jacente, et entre lesquels, grâce à un réseau de canalicules, existent des mouvements liquidiens à l'intérieur même de l'épithélium et des échanges entre la lumière de l'épithélium et le chorion. C'est ce qu'on appelle la transsudation, qui est l'élément mouillant à partir des vaisseaux du chorion qui va s'accroître en intensité lors des rapports sexuels pour venir maximum au moment de l'orgasme. Alors, cette homéostasie histophysiologique, on sait que l'épithélium malpibien non kératinisé va évoluer en plusieurs couches. On a 3 stades de maturation. Au fur et à mesure où les cellules montent vers la surface, elles se chargent de glycogène, puis elles vont libérer leur glycogène lorsqu'elles sont arrivées en haut et qu'elles desquament. Et ce renouvellement se fait en 3 jours. Ce qui fait que tous les traitements hydratants, le traitement doit être donné au moins 2 fois par semaine, qui est la durée de montée des cellules épithéliales. Le chorion en dessous de cet épithélium, il est important grâce au support, sa structure, son rôle de support par sa composante fibrillaire et sa riche substance fondamentale. Elle est nutritive par ses vaisseaux et protectrice par les macrophages et les cellules immunocompétentes. Le deuxième paramètre de santé vaginale, c'est une fois qu'on a mis le spéculum, on a regardé la muqueuse, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. La lumière vaginale, on voit les sécrétions vaginales, on ne voit pas la flore, mais on sait qu'elle y est présente. Qu'est-ce que c'est que les sécrétions vaginales? C'est une substance blanchâtre d'origine plurifactorielle, essentiellement les cellules vaginales desquamées,
mais aussi le transsudat, mais aussi les sécrétions cervicales et endométriales et la flore qui est à l'intérieur. Le volume du fluide vaginal chez la jeune femme est à peu près de 0,214 grammes toutes les 15 minutes. En fait, cette substance sert de milieu nutritif au microbiote. Ce microbiote, c'est un système physiologique équilibré sous l'influence des œstrogènes, qui est composé de 10 puissance 6 à 10 puissance 9 micro-organismes par millilitre de sécrétion, et c'est essentiellement des bacillus acidophiles, ce qu'on appelle le bacille de Doederlein, qui comprend de différentes sortes de bacilles, Crispatus, Gazeri, etc. Et tous ces bacilles acidophiles vont dégrader le glycogène en acide lactique, d'où un pH bas. Ce pH bas et les lactobacillus vont nous permettre d'inhiber le développement et l'adhésion des germes pathogènes, et réalisent de puissants oxydants. Mais il faut savoir que toutes les femmes n'hébergent pas les mêmes lactobacillus, et tous les lactobacillus n'ont pas les mêmes propriétés. Donc sur ce schéma, vous voyez que le vagin a un système d'autoneffence et d'autonettoyage grâce à sa flore. On peut voir qu'il y a une adhésion du lactobacillus au niveau de la membrane, au niveau des cellules épithéliales, qu'ils sécrètent un biosurfactant, qu'ils entraînent une acidification, qu'ils ont un effet bactéricide et bactériostatique, qu'ils ont une compétition vis-à-vis des nutriments. Bref, tout ça entraîne une inhibition de la croissance des germes pathogènes et une inhibition de l'agent pathogène en lui-même. Il faut savoir que le rectum est un réservoir très important de lactobacillus atrobis vaginal via le vestibule. Conclusion, une bonne santé vaginale nécessite une muqueuse saine et un microbiote équilibré avec un pH vaginal bas. Alors, le déséquilibre de la flore peut s'étudier très facilement par un examen direct lorsque vous faites un prélèvement. C'est le score de Nugen en 3 stades. Stade 1, la flore est normale. Stade 2, on a un peu moins de lactobacillus. Stade 3, il n'y en a plus du tout. Et il y a une flore en général anaérobie abondante. Mais il faut savoir que cet examen, en fait, est plus sensible et beaucoup plus spécifique que le diagnostic clinique des vaginoses bactériennes. Les femmes viennent souvent nous voir en disant « Docteur, j'ai des brûlures, ça me pique ». Vous faites l'examen, vous ne voyez rien. Vous faites un prélèvement, on voit que le score de Nugen est perturbé. Le troisième paramètre de santé vaginale, c'est d'apprécier l'élasticité et le relief par le toucher vaginal, où on va apprécier les dimensions de l'ostium, les parois, la perception du relief. On sait que les plis vaginaux vont disparaître à la ménopause, on a une sensation de vagin lisse, les rugosités qui disparaissent, qui sont le support collagène de l'épithélium, la souplesse et l'élasticité lors de la mobilisation. Enfin, le quatrième paramètre de la santé vaginale est son aspect psychique. Alors, c'est vrai que l'expérience des symptômes sexuels, il est spécifique à chaque femme, va dépendre de l'âge, de la période de la vie génitale, de l'aspect relationnel de la patiente avec son conjoint, de l'image et de l'estime de soi, du plaisir de la vie, de l'état de santé général, du mode de vie, si on est gros ou si on est maigre, c'est plus difficile chez les maigres, de l'activité sportive, du tabac, enfin et surtout de la santé psychique et sexuelle du partenaire. Ce paramètre, c'est certainement celui qui est le plus difficile à évaluer, qui demande le plus de temps et de patience. Alors la discussion, la prise en charge de la santé vaginale va bien sûr dépendre de la causalité des dysfonctionnements et de la période de vie génitale. Alors bien sûr, on a les causes infectieuses qui vont altérer le microbiote et qui vont demander une action très spécifique, mais il y a aussi les causes non infectieuses, c'est-à-dire tous les cancers dont on vous a parlé ce matin. Il y a également la contraception, la chirurgie gynéco-obstétricale, et il y a la ménopause et périménopause qui vont entraîner une altération non seulement du microbiote, mais de l'épithélium vaginal. Alors les causes traumatiques, eh bien, en fait c'est simple, on a des cicatrisants, un équilibre de la flore. Les causes infectieuses, eh bien, on va traiter l'agent causal et on va essayer d'éviter les récidives en adaptant le milieu vaginal avec des hydratants, des pré- ou probiotiques.
Mais il y a les causes non infectieuses. Et dans les causes non infectieuses, le grand perturbateur de la santé vaginale, en dehors du vieillissement physiologique, c'est la carence en œstrogène avec ses deux aspects, en profondeur et en durée. On sait que le syndrome génito-urinaire de la ménopause s'aggrave avec le temps. Si on peut faire disparaître les signes fonctionnels avec un traitement systémique, en fait, les troubles locaux ne peuvent que s'aggraver avec le temps. Et en plus de ça, s'ajoute une baisse de l'activité sexuelle. Ainsi, tout l'écosystème est perturbé de façon marquée par la chute des œstrogènes. Les modifications structurales dont on va vous parler tout à l'heure, une muqueuse fine, pâle par diminution de la perfusion, des pétéchies, le glycogène qui diminue, donc le pH qui monte, le vagin devient sensible aux agressions et le volume du fluide vaginal va diminuer. Alors, la chute des œstrogènes va entraîner tout un cortège de maux secrets de femmes, irritation, brûlure, prurite, dysurie, troubles urinaires, qui sont des sources d'inconfort, de douleur, d'inquiétude, voire d'angoisse, et pourquoi pas même de troubles psychiques. Ce qui est étonnant, c'est que la libération des femmes obtenue avec la révolution sexuelle, il existe un paradoxe parce que ces mêmes femmes sont très réservées pour aborder les problèmes liés au vieillissement et à la maladie. Peut-être la honte, la pudeur dans une société où il faut rester jeune et en bonne santé. Aborder le sujet dans des consultations est nécessaire puisque une femme sur 4 seulement vient demander de l'aide, alors que quand on interroge les femmes d'une façon générale, pour plus de 70% d'entre elles, conserver une vie sexuelle est essentiel à la qualité de la relation. D'où la prise en charge doit être globale, l'équilibre psychique et environnemental, l'intérêt de l'activité, leur expliquer l'intérêt d'une activité sexuelle conservée et conseiller bien sûr l'arrêt des toxiques et surtout s'adresser aux partenaires. Notre objectif sera donc d'essayer de restaurer la physiologie, agir sur la muqueuse, agir sur la flore, agir sur l'hydratation et pour cela, on a un panel thérapeutique efficace. On a les traitements spécifiques locaux, les hydratants. En fait, on sait que les hydratants non hormonaux, type acide hyaluronique, sont en première ligne dans le traitement de la sécheresse vaginale avec un niveau de preuve A, c'est-à-dire tout à fait aussi efficace que les traitements œstrogéniques. On a les prébiotiques, on a les probiotiques, on a les traitements hormonaux, on a ceux qui sont systémiques s'il existe des bouffées de chaleur et s'il n'y a pas de contre-indication. Mais il faut savoir que les traitements systémiques ne sont pas toujours efficaces sur le syndrome génito-urinaire local en bas, lorsqu'il y a une prurite et une dysurie. Et puis on a les traitements hormonaux locaux qui agissent sur la trophicité, sur le taux de glycogène et donc sur le pH. Les traitements alternatifs, c'est convaincre nos patientes qu'il faut conserver une activité sexuelle, voire même une masturbation, puisque on multiplie, on augmente le débit sanguin, on augmente le transsudat, ça a un effet positif, essayer d'arrêter les toxiques. Et puis on a des alternatives, c'est le laser au CO2 dont on va vous parler tout à l'heure, qui a un effet thermique stimulant sur les fibres collagènes et élastiques et les vaisseaux. Et puis on trouve d'autres choses comme le Ventouring, qui est un rajeunissement vaginal grâce à des ultrasons, entraînant une chaleur à l'entrée du vagin. On a le Vajacula, qui est des injections de plasma sanguin enrichi en plaquettes dans la paroi du vagin qui augmente la libido. Et puis j'ai aussi trouvé le Vestim thérapie, qui est du spa du vagin. Ce sont des infrarouges et des vapeurs d'armoise. Ainsi, en conclusion, pour respecter mon temps, la santé vaginale, elle se définit par des critères bien précis. On va essayer de retrouver le bien-être vaginal, de rétablir la sensation d'hydratation, de lubrification, de restaurer la flore, mais le tout ne se comprend que si le médecin ou le personnel soignant a posé la question, car les patientes n'en parlent pas spontanément. Je vous remercie. Alors, si vous avez une question, avant que... Je trouve que... Enfin, j'ai une réflexion. Avant, après, on va vous donner la parole. Je pense que c'est très important. On n'est pas assez éduqué
à l'examen clinique, à l'observation, que ce soit au niveau de la vulve dans un premier temps et du vagin secondairement. Et par l'observation clinique, on a déjà la moitié, voire 90% des diagnostics, quoi. Donc il faut prendre le temps d'examiner les gens. Bonjour. Bonjour, je suis là, à gauche. Ici. Ah, d'accord. Bonjour. Vous avez parlé des hydratants et des œstrogènes, et vous avez dit que c'était équivalent en fait. Est-ce que c'est vraiment équivalent? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se passer des œstrogènes locaux et préférer les hydratants à base d'acide hyaluronique? Je pense que les hydratants, c'est une preuve grade A quand même par la société américaine et la société canadienne d'un effet à peu près similaire. Et lorsqu'on utilise les œstrogènes en première intention, souvent les femmes viennent vous dire qu'elles ont des brûlures. Donc très souvent, il faut commencer par réhydrater et ça permet après d'avoir un traitement d'entretien avec des œstrogènes. Mais d'emblée, les œstrogènes, souvent, ça brûle. Et du coup, c'est à vie les œstrogènes alors? Ou pas? Les hydratants, mais c'est à vie parce que le syndrome génito-urinaire ne s'améliore pas, il ne peut que s'aggraver. Donc c'est de conseiller, comme les femmes se maquillent, elles se démaquillent, elles se passent des crèmes, c'est de conseiller les femmes à entretenir leur vagin. Et ça, c'est une discussion du médecin ou du personnel soignant là-dessus. C'est ne pas oublier cette question. Bonjour, merci de votre topo. Je me permets juste d'attirer votre attention. Donc moi, j'ai une consultation de pathologie vulvaire où je vois beaucoup de patientes qui viennent pour des vulvodynies. Et c'est vrai que trop souvent, on leur a expliqué qu'elles avaient de la sécheresse vaginale, que c'était des problèmes de flore, etc. Et donc, je trouve que trop souvent, en particulier chez les femmes à la ménopause, on banalise l'inconfort comme faisant partie du fameux SGUM, là. On met ça sur le dos de la sécheresse vaginale ou des problèmes de flore, alors que souvent, il y a des véritables vulvodynies. Et puis, autre chose, l'atrophie, ça n'a jamais gratté. Quand ça gratte, il faut aussi savoir évoquer autre chose. Donc, mon idée, c'est que chez les femmes ménopausées qui ont un syndrome génito-urinaire qui fait qu'elles se sentent sèches ou qu'elles ont des défauts de lubrification, on peut effectivement les aider en les hydratant. Mais si c'est des choses qui sont persistantes, il faut penser à la possibilité de dermatose vulvaire ou de vulvodynie associée et les adresser en tant que telles. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de patientes qui ont quand même, je ne vais pas dire des pertes de chance, mais des parcours très longs où on leur a parlé de façon trop prolongée, à mon avis, d'histoires de sécheresse vaginale ou de flore qui, en fait, étaient sous-jacents, enfin, qui masquaient une histoire de vulvodynie. Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est souvent qu'on diagnostique des lichen plans qui sont passés, qui ont traîné avec le temps. Mais ça, c'est la pertinence du gynéco, la bonne observation, savoir faire des diagnostics. En plus, le thème serait tellement vaste qu'on pourrait faire une journée entière que sur la pathologie de la vulve. Ça, c'est la compétence de chacun, c'est sûr que... Merci Betty pour cette belle présentation. J'ai une question. J'obtiens de bons résultats avec l'acide hyaluronique en injection vaginale. Est-ce que vous avez une expérience? Je pense que l'acide hyaluronique en injection intraluminale ou en injection dans la paroi? Dans la paroi. Ah oui, en injection dans la paroi. Juste sous-épithéliale. Ouais, ouais. Donc ça, c'est une chose que je ne fais pas. Mais normalement, l'intérêt de l'acide hyaluronique, c'est déjà d'adhérer, de faire une adhésion sur la paroi, donc un film protecteur. Et puis cet acide hyaluronique, selon les présentations, ont des supports pour pénétrer à l'intérieur de l'épithélium et d'aller jusqu'au chorion, permettant de nouveau de rétablir une transsudation. Je pense qu'il y a la place pour les injections d'acide hyaluronique directement en intramuqueuse, mais bon, est-ce que c'est vraiment... Il faudrait faire une étude, savoir si c'est vraiment meilleur que la déposulement dans le vagin, une fois tous les 3 jours, on leur fait mettre le matin, on leur dit de marcher, ça fait une adhésion sur toute la paroi. Maintenant, c'est probablement, il y a d'autres choses comme l'injection de plasma, hein, des plaquettes, qu'on fait en chirurgie esthétique pour le rajeunissement, mais il faut avoir la machine, prendre le sang de la patiente, le faire tourner dans une machine, récupérer les plaquettes, sans compter le coût que ça représente. Et je pense que ce n'est pas abordable pour toutes les femmes dans notre société. Voilà, ça concerne qu'un petit membre... J'entends pas. Est-ce que ça a été évalué, les injections de plasma? Non, peut-être que les orateurs souvent pourront le dire si ça a été évalué, mais je pense que c'est quelque chose qui est un peu nouveau, même en chirurgie réparatrice,
et qu'il nous faut un peu de temps pour... parce que c'est les cytokines, c'est les facteurs de croissance, et que c'est la grande mode des facteurs de croissance. Et je pense qu'ils ont certainement un impact sur la circulation sanguine, hein, donc manifestement, ils ont un impact régénérateur. Donc pour répondre à votre question, je pense que le topo de Dr Gurier peut-être pourra vous éclairer là-dessus. Ouais. Une dernière question et on... Monsieur Bondil. Elle est derrière vous. Non, mais on va peut-être en parler plus tard. J'avais entendu parler de radiofréquence aussi en termes thérapeutiques. Oui, c'est ce que... Il y a les ultrasons, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a les infrarouges, les ultrasons qui chauffent à l'entrée du vagin. Maintenant, j'en ai aucune expérience. On peut se mettre sur Internet, on peut acheter les appareils, mais je ne suis pas capable de vous dire s'il y a eu des études scientifiques. Tout ce qui va être sur le traitement sera traité sur la dernière communication. Va être traité ultérieurement. C'est pas oublier qu'actuellement, la pathologie cardiovasculaire et l'infarctus chez les femmes devient un vrai problème de santé publique. Et chez les femmes préménopausiques, lorsqu'on a des troubles de la lubrification, ça peut être un signe d'une pathologie cardiovasculaire sous-jacente. Donc ne pas oublier non plus d'y penser chez les femmes préménopausiques lorsqu'il y a des troubles de la lubrification. C'est comme l'érection alors. Absolument, c'est exactement pareil. Merci beaucoup. Donc on va passer à la communication suivante. Merci à vous. Donc on va remercier le professeur Oquet de nous faire la présentation sur le syndrome génito-urinaire et les conséquences sur la vie sexuelle. Merci Jean-Philippe. Ma voisine qui se dit qu'à force de faire tomber, que tous les orateurs fassent tomber ça, elle ne va pas pouvoir s'en servir tout à l'heure. On espère que c'est solide. Bon, je vous remercie. Je ne sais pas si je dois vous remercier parce que, comme le premier orateur, je me sens également étranger, le chirurgien chez les sexologues. Bon, c'est difficile. Et vous me confiez un sujet sur les conséquences sur la vie sexuelle. Donc, écoutez, je vais faire ce que je peux là-dessus. Donc, on va lancer le diaporama. Donc, le boîtier marche encore. Je me suis servi de 4 études, vous allez voir, pour 4 axes un petit peu de messages. Là se déroule en gros globalement le concept actuel, c'est que le sexe ne s'arrête pas à la ménopause et que quelque part, le concept global, c'est qu'on doit avoir une bonne santé et particulièrement sexuelle à tout âge. Et vous voyez, ça s'est déroulé un peu vite, mais que globalement, on va axer sur la conséquence sexuelle principale chez ces femmes atteintes de syndrome génito-urinaire de la ménopause. On va considérer que c'est des dyspareunies. Ces dyspareunies, donc, heureusement, ne vont arriver que pendant les rapports et pas toute la journée. Et finalement, on voit, et on a vu dans les exposés précédents aussi, que ce qu'on prend comme une cause est peut-être une conséquence, c'est-à-dire qu'on entend ce leitmotiv de sécheresse vaginale. On l'a eu, et on va vouloir, je représente des médecins somaticiens, on va vouloir traiter ça absolument. C'est ce qu'on va vous a déjà dit, et c'est ce que je vais en particulier vous dire. Cette sécheresse vaginale, est-ce qu'elle est la cause ou elle est la conséquence d'un changement de vie sexuelle, d'un changement d'équilibre du couple? Certainement, les deux sont vrais, et il faut aller à la cause de la sécheresse vaginale, et on a bien vu les différences entre les sociétés, dit des vagins secs et des vagins humides, et vous allez voir que la diapo suivante va en reparler. On a voulu aussi ne pas réduire ces syndromes génito-urinaires à l'ancienne terminologie qui est la vulvovaginite atrophique, la VVA. C'était très péjoratif, ça faisait vieillot et ça n'englobait pas tous les symptômes. Et donc, on a extendu ce concept à d'autres problèmes, donc les problèmes sexuels, mais également les problèmes urinaires et ou de prolapsus, on y reviendra. Tout ce qu'on voit, que c'est ces femmes ménopausées, enfin un certain nombre, vont avoir un impact sur leur qualité de vie et une diminution du désir sexuel, et que cette diapo, cette sorte de vignette clinique, montre également quelque chose de très fréquent, c'est que la majorité des personnes vont se retrouver à soit ne rien faire, on y reviendra, soit utiliser de l'automédication, cette automédication n'étant pas forcément très efficace. Et finalement, il y a une absence de demande, une absence d'interrogation de par les praticiens des possibilités
pour gérer mieux ces symptômes. C'est ce que l'on va essayer de voir. Très rapidement, clin d'œil sur la sécheresse et l'humidité, parce que tiré d'articles récents de mise au point sur les hydratants, je ne vous l'ai pas traduit parce que c'était trop hard, mais quelque part, il vaut mieux du sexe mouillé que du sexe sec. Mais je pense que le premier orateur de l'après-midi l'a également supposé. Et donc, j'en resterai donc à mon truc basique pour le moment. Si c'est sec, ça fait mal. Donc, ce syndrome génito-urinaire de la ménopause s'appelle donc GSM chez les anglo-saxons, SGUM ou SGUM, alors ça fait bizarre chez les Français, depuis 2014. Sa prévalence globale dans les études de WHI était de 27%, mais on considère que la prévalence réelle, si l'on observe bien, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ou quand l'on pose des questions, elle est voisine de 50% des femmes ménopausées. C'est une collection de symptômes, pas forcément pathologiques, qui sont associés à la décroissance des œstrogènes, essentiellement, et ça n'avance plus, le boîtier est cassé, non. Le GSM dépasse donc le concept de carence œstrogénique uniquement vaginale, inclut donc les symptômes vulvovaginaux, les symptômes sexuels, au premier rang desquels la dyspareunie, et puis les symptômes urinaires, l'urgenturie, l'infection urinaire à répétition en particulier. Comme on vient de vous le dire, le GSM correspond à des anomalies chroniques et en théorie nécessite une thérapie longue. Je terminerai en disant le problème d'une thérapie longue, il faudrait déjà que les patientes soient compliantes. Pour qu'elles soient compliantes, il faudrait que ça soit efficace. Et donc on est dans une quadrature du cercle. On verra avec l'exposé suivant si les alternatives nouvelles peuvent améliorer les choses. La prescription des traitements locaux dans les études de surveillance a augmenté au cours des 10 dernières années. Au cours des 10 dernières années, les traitements locaux ont eu une prescription qui passe de 9 à 19%, alors que les traitements généraux ont une prescription qui passe de 25 à 8%. Exactement un effet inverse, puisque l'on sait les problèmes que posent les traitements par voie générale éventuellement. Alors, je n'ai pas fait les mêmes photos qu'après vulvectomie que vous avez eu en fin de matinée, en apéritif. Là, nous sommes en période de digestion. Donc, bien sûr, cette vulve n'est pas extrêmement formidable, ou elle est un petit peu fatiguée, mais vous reconnaissez, parce que depuis ce matin, je m'intéresse beaucoup à tous ces exposés, la bouche du bas. Donc, j'ai écouté, enfin, je n'ai pas tout retenu, mais il faut que j'utilise un petit peu dans mon topo. Je vous montre ça aussi, c'est que globalement, c'est ça la VVA, la vulvovaginite atrophique. Eh bien, ils ont truqué les photos peut-être, mais vous voyez bien qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre. Et donc, effectivement, si elle est petite et sèche, vous imaginez qu'il va falloir traiter le psychisme et peut-être l'état local. Alors j'arrête là-dessus pour commencer avec les 4 grandes études, avec une petite introduction. Je l'ai déjà dit, on va rentrer dans mon sujet qui était les conséquences sexuelles. La prévalence des difficultés sexuelles augmente avec l'âge. Les principales raisons de l'inactivité sexuelle à la ménopause sont donc la dysfonction sexuelle, 50% des cas, les problèmes relationnels du couple, 18% des cas, la perte du partenaire aussi, 18% des cas, et ces auteurs voient que ces causes varient en fonction de l'âge, ce n'est pas étonnant. Quand j'ai moins de 45 ans, il y a plus de problèmes de dysfonction érectile. Lorsque je suis entre 45 et 60 ans, j'ai plutôt une baisse du désir, et après 60 ans, heureusement, il y a encore des hommes dans cette salle, mais vous êtes majoritaire, mais ça vient peut-être de la fonction aussi. Ça n'est pas qu'un problème de sexe. Il y a la perte du partenaire. Bon, ça je passe. Le retentissement, c'est que 50% des femmes ménopausées ont un syndrome génito-urinaire qui impacte sur leur sexualité et leur santé. Et là, on voit tout de suite dans le déclaratif que dans le déclaratif, les symptômes fonctionnels prédominants, c'est l'impression de sécheresse vaginale et la dyspareunie. Et c'est ce qu'on peut prendre comme des causes, mais qui sont sans doute des conséquences, entraînent la perte de la libido, la réduction de la fréquence des rapports. Et donc on va toucher à la première partie, au premier message de ces études, on va toucher à ce qui dépend du patient, de la patiente, du comportement du couple, et sans doute sur ce quoi vous pouvez agir si, en tout cas, on est en réseau et qu'on vous demande votre avis. C'est-à-dire qu'on a
une mésestime de soi, des difficultés relationnelles avec le partenaire. Et vous comprenez bien que ça, c'est pas avec des oestrogènes, des lasers ou tout ce qu'on veut qu'on va le gérer, mais c'est effectivement avec un échange et peut-être à revoir les choses que les gens ne voient pas spontanément. C'est peut-être l'intérêt de votre action en particulier. Ces auteurs d'une grande équipe voient que le retentissement est fonction de différents facteurs et de façon de façon intéressante, je ne suis pas dans les profils montrés ce matin des homosexuels, des abeilles ou d'autres choses. Moi, j'ai 8 profils européens de femmes pour le GSM. Et vous voyez, alors il y en a pour tout le monde. Hein. Vous pouvez vous reconnaître vos traits de caractère, forcément là-dedans. Le plus fréquent est là le caractère réservé, qui serait le plus fréquent en France. On ne l'a pas remarqué, mais et en Angleterre. Je dirais que la personne qui est la plus dynamique là-dedans, vous allez le voir dans 2 diapos, c'est les personnes vives. Et donc, le retentissement du syndrome génito-urinaire, quel qu'il soit, va dépendre de la qualité de vie sexuelle du couple, mais va dépendre également du profil de la patiente. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut agir sur ces thérapies-là. Et donc, ces auteurs montrent que, finalement, la vie sexuelle varie beaucoup en fonction du profil. La moitié, cependant, des participants, quel que soit leur profil, considèrent que le sexe est une part importante dans la relation du couple. Donc, c'est sans doute un peu petit, mais globalement, vous voyez rien parce que j'appuie pas sur le bon bouton. On va dire que dans tous les profils, la moitié des gens considèrent que l'activité sexuelle est importante, du moins le sexe. Et puis, les auteurs vont définir des variations de profil. Vous voyez, par exemple, les vives, elles trouvent que c'est plus important peut-être que quelqu'un de pragmatique qui dit « ça marche plus, tant pis ». Voilà. Et si vous aviez le temps de regarder ça, vous verriez des différences, par exemple ici, c'est que les femmes vont trouver que finalement, à cet âge-là, ça peut être amusant dans 27% des cas, mais il y a des grosses différences entre des pragmatiques qui ne trouvent pas si amusant que ça, les vives qui, elles, sont certainement moins touchées par le syndrome génito-urinaire, qui sont contentes, et les expressives qui, elles, ne trouvent pas ça rigolo, mais qui pensent que ça serait mieux. Les expressives, c'est des femmes qui se disent, elles font moins de rapports, mais elles disent, ça serait tellement mieux si j'en avais. Et donc ça, c'est quand même du rôle de la prise en charge, je pense, sexologique, d'aboutir à détricoter, vous l'avez dit également ce matin, ce mot-là, les problèmes, en dehors de notre attitude purement médicale. Je passerai rapidement là-dessus, sinon je ne tiendrai pas le temps de parole. C'est la fréquence... Non, là, vous me mettez 10 minutes, merci, je suis au courant. Oui. Et vous m'avez dit, je vous mettrai un truc à 2 minutes. Et j'ai mon thermomètre là, ici, qui est sur le pupitre, hein, bien sûr. Sinon, je ne me tiendrai pas droit. Bon, c'est bien, vous dormez pas, c'est déjà un début. Bon, alors, donc, j'ai fait une étude, il m'en reste 3, on va accélérer. Alors, le Closer Survey, c'est la même chose, c'est la plus ancienne. Mais c'est l'influence donc du syndrome génito-urinaire sur la relation des femmes avec leurs partenaires aux États-Unis, en Europe. On oublie, on fait surtout l'Europe, c'est plutôt chez nous. Là, on va voir, ce truc-là touche à le problème de l'estime de soi. Et donc, les résultats de cette étude disent que les femmes qui ont ces syndromes ont peur de ne pas guérir et qu'elles ont peur d'altérer leur vie sexuelle en raison de la douleur. La conclusion de l'étude, l'inconfort vaginal diminue l'estime de soi et la qualité de vie. Vous pouvez donc le travailler sur le plan sexologique, vous pouvez le travailler sur le plan médical avec les traitements, puisque cette étude conclut que les traitements locaux œstrogéniques améliorent les relations, en particulier chez les Européennes. Ça vous donne des trucs comme ça. Il y a beaucoup dans ces études de tableaux. Ça vous donne toujours la même histoire de nostalgie un petit peu, et en particulier en Europe du Sud. Ici à Marseille, si on n'est pas en Europe du Sud, alors c'est pas possible. Ouais. Enfin, la France est au Sud, pour l'Europe. Et donc, vous voyez que pour l'Europe du Sud, le fait de se sentir pas jeune, le fait de se dire que son corps ne marche pas, ne marche plus, ça gêne, et ça gêne plus les femmes d'Europe du Sud que d'Europe du Nord, et que d'ailleurs les femmes américaines. On est donc dans la baisse de l'estime de soi. Ici, c'est l'effet du traitement œstrogénique, et globalement, lorsque les femmes ont pris des traitements œstrogéniques et qu'on les a interrogées, le traitement local, dans cette étude, améliore les relations, le sexe est moins douloureux,
le sexe est plus satisfaisant. Donc, premier message sur intérêt de faire attention à l'état psychique et l'état d'estime de soi. Deuxième renseignement, les traitements estrogénistes paraissent corrects. Deuxième étude, qui s'appelle cette fois-ci Revive, 4 pays d'Europe. Globalement, les patientes aimeraient qu'on trouve quelque chose pour améliorer leur qualité de vie sexuelle. Les 3/4 rapportent que ce syndrome génito-urinaire interfère avec leur plaisir sexuel. Les femmes qui ont au moins un rapport sexuel par mois sont entre 50 et 75% dans cette tranche d'âge. Les pourcentages de femmes avec partenaires sont environ de 80%. Et on calcule évidemment des scores de ce qu'on appelle sexual drive dans ces études qui montrent que la VVA, c'est-à-dire le GSM, diminue. Donc 50% de la population ménopausée affectée. Les symptômes les prédominants sont la sécheresse vaginale essentiellement, l'irritation vaginale et la dyspareunie. Troisièmement, ces symptômes apparaissent l'année de la ménopause ou dans l'année suivante et resteront constants, voire en légère aggravation, dans 60% des cas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas disparaître. La douleur pendant les rapports est ce qui est pour les patientes considéré le plus ennuyeux, et ça interfère avec leur spontanéité, leur intimité, leur relation avec le partenaire. Donc message de la deuxième étude, voilà les symptômes principaux, sécheresse, irritation, dyspareunie. Ces symptômes arrivent dès la ménopause, donc si on s'en plaint, on doit poser des questions assez tôt pour s'intéresser à ce problème et non pas à 75 ans ou à 80 ans. Troisièmement, la douleur pendant les rapports, il faut essayer de la gérer pour qu'elle n'impacte pas sur la satisfaction sexuelle. Vous voyez, 72% des femmes dans cette étude ont une diminution de la satisfaction sexuelle. Quatrième étude, donc la Women's Empower Survey, qui, elle, va s'intéresser plus à la perception des femmes et aux possibilités thérapeutiques. Toujours des enquêtes Internet. 80% des patientes ne savent pas que ça existe. On est un peu dans le topo précédent aussi, où finalement il y a l'acceptation, où il y a l'idée que c'est comme ça, que c'est normal. Et donc quelque part, on ne s'est pas posé la question qu'on pouvait faire un traitement puisqu'on n'était pas malade. Deuxièmement, c'est particulier puisque ces symptômes pourtant impactent la qualité de vie et le plaisir sexuel. Le deuxièmement venait là, c'est que non seulement on ne pense pas que c'est forcément pathologique, mais évidemment, on ne pense pas forcément qu'on pourrait faire un traitement quel qu'il soit, que ce soit un traitement avec vous, avec nous, avec des traitements, avec des lasers, des comprimés, des anneaux, etc. Et donc, finalement, dans ces études internationales, vous voyez sur celle-là, 7% utilisent un traitement local ou général, ça ne fait pas beaucoup, mais il y a 18% d'anciennes utilisatrices. Et parmi les non-utilisatrices, de toute façon, il n'y a personne qui ont demandé au docteur ou à la sage-femme ou à qui vous voulez un conseil. Et on va dire, et on terminera comme ça, mais le professionnel, la plupart du temps, il n'a rien demandé non plus. Alors, on l'a dit aussi, puisqu'il y a plus de femmes dans les professionnels, comme elles parlent plus aux femmes, d'après ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure, eh bien peut-être qu'elles vont demander plus. Mais en tout cas, ça va être un des messages que le professionnel s'intéresse. Voilà. En ce qui concerne les topiques vaginaux, seulement 50% des patientes sont compliantes. Seulement 33 à 51% des femmes traitées sont satisfaites de l'efficacité. Le taux normé d'un traitement efficace est de 70%. Donc on est en train de se mordre la queue, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas compliantes. On leur dit « vous n'êtes pas compliante », mais elles disent « je ne suis pas satisfaite ». Eh oui, mais elles ne sont pas satisfaites parce qu'il n'y a pas d'amélioration des symptômes. Ça veut donc dire que nos traitements, en tout cas médicaux, sont très perfectibles et on est encore en train de chercher à améliorer ça. Et sans doute, il ne faut pas se contenter que des traitements perfectibles. Les 3 grandes craintes des patientes par rapport aux produits estrogéniques sont en très grande partie la peur du risque de passage systémique, la peur du cancer du sein. Deuxièmement, les écoulements des crèmes. Troisièmement, le fait de mettre son doigt dans le vagin, mais surtout de réutiliser le même applicateur tous les jours. C'est un frein, en particulier chez les anglo-saxons, pas forcément au sud, mais chez les anglo-saxons, pour utiliser ce produit. Bon, ça, c'était l'illustration de ce que je viens de dire. On peut passer. La Women's Empower Survey, en fait, donne les mêmes résultats que les autres. 1/3 des femmes arrêtent l'activité à cause de syndrome génito-urinaire, c'est beaucoup.
et elles sont demandeuses que leurs professionnels leur en parlent. C'est le seul à avoir une influence significative sur l'utilisation. Ça a été la grande déception parce que ces études sont en partie sponsorisées par des firmes pharmaceutiques qui avaient bien l'idée de dire avec des sites internet, des belles pochettes, des actions médiatiques chez Marie-Claire, Figaro, etc. On va avoir plein de femmes qui veulent prendre un traitement. En fait, on s'aperçoit que dans ce syndrome, c'est le professionnel qui a l'influence sur le traitement de la patiente. Et donc, il y a encore du besoin à faire avec des besoins non satisfaits. Je passe là-dessus. Vous voyez, ça c'était les craintes. La plus grosse crainte, c'est le risque de passage systémique à 43% des patientes. Je termine avec 17 minutes 49 secondes. Oui, merci. On va croire que vous m'écoutez là-haut. Je termine en disant, comme les autres orateurs, le principe, c'est de restaurer la physiologie urogénitale normale parce qu'on peut. Et là, je suis resté dans un topo somatique, sans bien sûr aller sur un terrain que je ne connais pas, qui est le vôtre, mais qui, je pense, a une grande importance dans l'équilibre des couples, en particulier à ce moment-là, s'ils ont des anomalies. Le traitement doit être commencé le plus tôt possible. Il doit être poursuivi longtemps. Je vais, pour l'anecdote, j'avais envie de mettre une barre et la sexologie là-dedans, mais par définition, la sexologie, quand vous voyez tout ce que je vous raconte sur l'état d'estime de soi, le comportement a une place importante. Je termine par cette fois-ci la vision de l'homme. Betty, elle a commencé par les hydratants, les oestrogènes, puis le sexe. Et donc évidemment, l'homme, il commencera d'abord par le sexe, que vous pouvez avoir à deux, voire tout seul. C'est médical, hein, le truc là-haut. J'ai mis petit parce qu'il ne faut pas choquer. C'est un article médical. Bien sûr, vous pouvez acheter ça, bien sûr, dans des trucs qui ne sont absolument pas médicaux. Ce dispositif est médical. Vous voyez bien qu'il a à la fois un intérêt vaginal et clitoridien. Deuxièmement, l'arrêt du tabagisme. On l'a mis tous. Troisièmement, effectivement, si vous ne voulez pas que ça brûle, hydrater avant. Et puis, les topiques œstrogéniques sont les plus efficaces, mais on publie de plus en plus, et c'est l'orateur suivant en particulier qui doit faire tous les traitements dans le laser. On a maintenant, quand vous avez posé les questions, dans les lasers, il commence à y avoir des études non plus descriptives, mais également comparatives avec les oestrogènes ou avec autre chose. Et donc, on commence à avoir des données. Et actuellement, la réjuvénation vaginale est quelque chose en question, je dirais, elle est au début du balancier, et on va voir ce qu'on peut en penser sans doute avec l'orateur suivant. Je termine par une diapo illisible, ce qui me permet de tenir que 4 secondes, qui est en anglais en plus, et pas en italien, donc je ne suis pas au bon endroit. Pour vous dire que nous, à Bordeaux, on n'a pas de problème de sécheresse vu qu'il pleut tout le temps. Mais les Parisiens, ça ne les dérange pas. Mais les Marseillais qu'on reçoit à Bordeaux trouvent que la ville est magnifique, mais qu'il pleut trop. Le Parisien, il trouve que ça ressemble à Paris et qu'il pleut moins. Et nous, on trouve qu'il y a trop de Parisiens. Enfin bref, je suis en dehors. C'est pour ça que je trouve Marseille de plus en plus belle. Enfin bref, sinon j'ai déjà 30 secondes de retard, excusez-moi. Et donc ce truc que vous ne pouvez pas lire dit que finalement pour toute personne, il faut que je le lise moi-même, oui, à risque de ce syndrome, c'est-à-dire la femme ménopausée, le professionnel doit essayer de lui parler de ça, c'est-à-dire lui demander d'apprécier si elle est gênée ou pas. Si elle n'est pas gênée, il doit lui fiche la paix et dire on verra, on en discutera si vous voulez. Si elle est gênée, il doit lui expliquer correctement les bénéfices risques de toute prise en charge. Si elle n'est toujours pas intéressée, il lui fiche la paix et il dit qu'on reverra plus tard. Si elle est intéressée, il la traite d'une manière ou d'une autre. Et s'il la traite, il lui dit bien si ça ne va pas, revenez rapidement. Et n'arrêtez pas toute seule dans votre coin, revenez. Et après, il lui dit si ça va, eh bien revenez aussi, mais un peu plus tard. J'espère revenir un jour. Il faudra que je trouve un sujet. Merci, Monsieur Hocquet. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Bondil. Alors la question c'est, quid du traitement hormonal systémique? Alors le traitement hormonal systémique a ses avantages, ses inconvénients.
Betty l'avait dit, il peut traiter, mais pas toujours, le syndrome génito-urinaire. Il a un inconvénient théorique dans les travaux de Cardozo, dans les méta-analyses, c'est que le traitement systémique peut aggraver les troubles urinaires d'impériosité. Et comme dans le syndrome génito-urinaire, on a inclut les problèmes urinaires, on n'a pas d'indication du traitement général systémique dans ce type de syndrome. Et les méta-analyses sur ce syndrome définissent que ce sont les œstrogènes locaux qui sont la thérapeutique hormonale de préférence. Si on considère la vue masculine de l'histoire, la fonction créa l'organe, est-ce que dans l'épidémiologie, on retrouve assez mal quelque chose qu'on trouve assez bien sur les autres syndromes de la ménopause, c'est la pratique du sport, non pas par le changement du métabolisme, parce qu'on sait que l'activité sportive et la masse musculaire qui est maintenue après la ménopause permet aux patientes d'avoir moins de pathologies, mais il y a une nette augmentation de l'estime de soi, et on voit dans cette population des symptômes anatomiques peut-être équivalents, mais globalement, dans la fonction, moins de soucis d'atrophie et de sécheresse et donc de problèmes sexuels par la suite. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par l'absence du traitement hormonal, l'hygiène de vie est quand même très importante. Et on a du mal c'est rarement souligné en fait dans toutes les publications. Oui, je pense que je ne fais pas plus de choses. Tu as raison. Tu reprends encore l'histoire de l'estime de soi. Et je n'ai pas vu en faisant la bibliographie de relations, d'études qui posent des questions par rapport au sport. Ta question par rapport à l'estime de soi, c'est sûr aussi. On voit bien que ce syndrome a un impact variable. Et de toute façon, c'est plus haut vous partez, moins bas vous tombez. C'est-à-dire que les couples qui ont eu une sexualité qui a continué tout au long de la vie, la périménopause, leur sexualité reste assez harmonieuse. Si la sexualité était déjà limite, on a rajouté les problèmes de douleur, de choses comme ça, on a perdu l'estime de soi, et pour remettre ça en route, ça ne dépend pas, à mon avis, que de comprimer. Ça dépend de revoir la relation du couple. On a l'impression que c'est quand même une épreuve d'effort supplémentaire, comme un accouchement ou un problème périnéal anatomique l'est. Sans cette raison de ménopause. C'est une épreuve d'effort supplémentaire. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'ai une dernière question, merci beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même des phénomènes sociétaux dont on n'entend pas tellement parler dans ces exposés. Moi, ça fait 20 ans que je suis installée. Quand je me suis installée il y a 20 ans, quand une femme de 50 ans arrivait, elle pleurait en m'expliquant que sa vie était foutue, etc. Et aujourd'hui, alors c'est peut-être un biais de recrutement propre à mon âge et à mon profil, je trouve que les femmes de 50 ans ont beaucoup changé et qu'aujourd'hui, elles viennent plus souvent consulter pour une MST que parce que leur vie est foutue. Et donc, elles ont souvent une nouvelle vie sentimentale, un nouveau partenaire, etc. Et quand même, j'avais vu quelque part une affiche très jolie qui était « Savez-vous quel est le meilleur facteur pronostic d'une bonne sexualité à la ménopause ?» C'est d'avoir un nouveau partenaire. Donc la médicalisation de la sexualité à la ménopause, c'est aussi une vraie question, c'est-à-dire la médicalisation de la sexualité féminine, on n'en parle pas aujourd'hui comme si c'était évident qu'il fallait le faire. Il y a quand même des mouvements qui se battent contre ça aux États-Unis. Et donc, est-ce que notre boulot aussi, c'est de créer des propositions pour créer des demandes? C'est aussi une des vraies questions sur tout ce qui est chirurgie esthétique et laser et tout ce qui est régénération vaginale. Enfin, je trouve que ça soulève plein de problèmes éthiques et sociétaux et que ce n'est pas uniquement une histoire de crème et d'hormones, probablement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et également, je dirais que le problème comme vous dites, la femme de 50 ans était vieille, elle ne l'est plus, mais c'est évident. Je dirais que le problème est déplacé à 70 ans. Enfin, pas parce que la femme serait vieille à 70 ans, la femme est vieille, mais non, on ne sait plus quoi dire. Est-ce que c'est 85, 90, 100 ? Je dirais qu'à 100, la femme est vieille, quand même. S'il faudrait arriver avec différents accessoires pour pouvoir tenir le topo. Mais bon, ça vous laisse de la marge. L'homme, on n'en parle pas. La question est caduque à cet âge-là. Donc, pour répondre quand même à votre question, je suis tout à fait d'accord qu'on ne doit pas faire de l'intrusion dans des phénomènes que les gens du domaine de l'intime. Et je suis entièrement d'accord avec vous sur l'ensemble de vos commentaires. Je vous remercie. Donc,
Brice Gurier va donc nous répondre à toutes ces questions et va révolutionner la prise en charge de ces patientes. Tu as 5 minutes. Je vais parler très vite. Alors moi, demandé de parler des traitements, donc il y a déjà eu pas mal de questions, donc j'espère arriver à vous intéresser à la question. Donc je vais commencer par la conclusion. Quel traitement pour quelle femme? En fait, tous les traitements pour toutes les femmes. Vous allez voir qu'il n'y a pas on ne peut même pas se limiter à la ménopause, on peut parler de tous les troubles sexuels chez la femme, et que tous les traitements sont bons pour améliorer la sexualité des femmes. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle absolue aujourd'hui. Donc la restauration génitale, on en a dit 2 mots, donc c'est l'ensemble des techniques qui vont viser à corriger la sexualité féminine et toutes les altérations de la sphère génitale, donc le vieillissement, les séquelles obstétricales, chirurgicales, de cancer, de traitement, etc. Et donc ce sont des traitements, en fait, vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau, ce sont que des traitements qu'on a piqués aux autres spécialités, qui eux les utilisent depuis 20 ans, 30 ans, dans plein de domaines différents. Mais aujourd'hui, la restauration est devenue une vraie nouvelle spécialité en gynéco, qui émerge de plus en plus. Nous, on y est venu presque malgré nous, sur la demande des patientes. Donc pourquoi? Voilà, on estime aujourd'hui que 70% des femmes qui ont accouché ont des troubles sexuels au sens large, 50% des femmes ménopausées se plaignent de sécheresse, on l'a dit, 40% des femmes dans leur vie auront au moins de façon minime des fuites d'urine à l'effort, 10% des douleurs pendant les rapports, et on estime que 5% consultent. Alors pourquoi si peu de patientes consultent et pourquoi on s'en occupe si peu? Parce que la patiente n'ose pas en parler, parce qu'elle va penser que le gynéco va se moquer d'elle ou va lui dire qu'elle est folle, ce qu'on disait souvent avant, et le médecin souvent est très gêné ou n'ose pas en parler ou dit c'est dans sa tête ou oui c'est normal et c'est comme ça et puis c'est tout. Donc ça c'est une vieille étude de 99, donc qui n'a pas été refaite récemment, mais elle serait intéressante parce que je suis persuadé que les chiffres n'ont pas beaucoup changé. Donc on demandait aux patientes à quel point serez-vous à l'aise de parler avec votre gynéco, votre médecin au sens large de problèmes sexuels. En gros, on regarde que les 3 quarts des patientes, les 2 tiers, les 3 quarts des patientes estiment que le gynéco s'en fout, ou qu'il n'y a pas de traitement possible, ou qu'il va la prendre pour une folle. Donc c'est intéressant de voir, on pourrait refaire aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres. Donc la prise en charge classique, on l'a déjà évoqué, donc il y a des choses très très simples, dire aux patientes que quand on va leur donner un traitement hormonal pour un cancer du sein, quand elles vont être ménopausées, quand on va faire une chirurgie, quand on va intervenir au niveau gynéco, leur dire que voilà, il peut y avoir des conséquences sur la sexualité, mais que rien n'est irrémédiable et qu'on peut proposer des choses dès le départ. Et les choses simples, donc encourage à maintenir une activité sexuelle, ça a été dit avant aussi, ça reste quelque chose de fondamental. Même une femme jeune qui n'a pas de rapport, très souvent, on observe au bout de X années une sécheresse, une atrophie qui devient problématique. Donc la prise en charge médicale, les lubrifiants, largement évoqués, on en trouve partout, même dans la dernière supérette au fin fond de la campagne. Les lubrifiants en retard, donc tous les acides hyaluroniques en fait, et apparentés, qui sont en vente libre maintenant en pharmacie. Les œstrogènes locaux, donc celui qu'on préfère, c'est la colpotrophine, le plus connu. Le débat dont on parle tous les ans à Sexogyn, c'est est-ce qu'on peut donner un traitement hormonal local à une femme qui a eu un cancer du sein? La réponse est oui, on peut le faire. Il faut arrêter d'avoir peur de ça. Oui, il y a écrit que c'est contre-indiqué dessus, mais c'est faute d'études. On a suffisamment de recul aujourd'hui pour savoir qu'on peut le faire sans danger, à petite dose, en préférant la colpotrophine qui a un passage systémique moindre. Le traitement hormonal systémique a été évoqué aussi, et bien sûr traiter tous les facteurs favorisants, donc les descentes d'organes, les prolapsus, et le tabac, le diabète, tout ce qu'il peut y avoir à côté. Et la prise en charge sexologique, bien sûr, donc ça on l'a dit, encourager le maintien de l'activité sexuelle, proposer les dispositifs médicaux, parfois ça peut aller jusque-là, donc on a vraiment des rétractions du vagin où la pénétration devient impossible, donc il y a des dilatateurs médicaux, mais pas plus efficaces que les sextoys. Et la question du Viagra féminin, aujourd'hui toujours pas tranchée, ça n'existe pas, en tout cas aujourd'hui. Donc on va se concentrer sur les nouveaux traitements dont on parle. Donc il y en a 3 particuliers, l'acide hyaluronique, vous allez voir, le laser est apparenté, et le lipofilling. Donc l'acide hyaluronique, c'est une vieille molécule, très connue, en rhumato, en esthétique, qu'on utilise depuis très longtemps. Donc c'est une macromolécule, un polymère de disaccharides qui va avoir pour effet d'absorber jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Et aujourd'hui, les fabricants sont capables de choisir la réticulation, la résistance, l'élasticité, la capacité d'absorption en eau en fonction de l'indication qu'on veut. Donc il y a un double effet de l'acide hyaluronique. Un effet volumateur, c'est un filler, au sens ça remplit. Donc il y a un effet volumateur qui est très connu en esthétique, et également un effet hydratant. Donc voilà le principe de l'acide hyaluronique. On va injecter cet acide qui va amener une lubrification et une augmentation du volume des tissus. Et donc, les pommes, c'est un peu exagéré, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour l'image.
Donc, qu'est-ce qui se passe à la ménopause ou après une radiothérapie ou après une chirurgie? Nous avons une perte d'élasticité des tissus et la sécheresse vaginale qui entraîne en fait ce qui est souvent responsable de la douleur, c'est la perte de l'épaisseur et la perte du plan de glissement entre la muqueuse et les fascias. Ça se voit après les chirurgies, sur une cicatrice d'épisiotomie ou des déchirures, à la ménopause quand le vagin devient très fin, après une radiothérapie, après une chirurgie. Et c'est ça qui est à l'origine de la plupart des symptômes. Donc l'idée, c'était donc d'injecter cet acide sous la muqueuse pour corriger cet effet, remplacer cet effet matelas entre guillemets. Donc en gynéco, depuis 3-4 ans maintenant, il y a une référence, c'est la seule disponible sur le marché, qui s'appelle Desirial. Donc c'est un laboratoire qui produit de l'acide hyaluronique depuis très longtemps en esthétique, et en rhumatologie, et en ophtalmologie. Donc l'injection se fait au cabinet, sous topique à elle. En général, on met de l'EMLA ou de la xylocaïne en gel en application toutes les 20-30 minutes, 1 heure avant la consultation. C'est totalement résorbable en 9 à 12 mois environ. Et selon l'indication, il y a 2 références, l'ampoule coûte 80 ou 250 €, non remboursé bien sûr. Donc l'intérêt est esthétique. Bon, ça c'est pour l'augmentation des grandes lèvres, c'est assez accessoire comme demande parce que le fait que ce soit résorbable est assez limitant, mais bon, ça existe. L'intérêt est surtout fonctionnel, donc pour surtout ces petites fissures qu'on voit au niveau des fourchettes après l'accouchement, après des radiothérapies ou même chez les femmes ménopausées, des petites lésions des fois de 1 mm minuscules mais qui sont extrêmement invalidantes lors des rapports. Les petites brides également cicatricielles après les chirurgies ou les accouchements, les béances vulvaires, pour resserrer le vagin pour les patientes qui se plaignent d'une sensation de vagin trop large, la sécheresse, etc. Donc on peut faire en général donc soit des micro-injections multiples en U, donc ce sont des toutes petites aiguilles, c'est du 32 gauge, des toutes petites aiguilles, on fait des injections multiples sur tout le vestibule en U, avec, si on le souhaite, une injection plus concentrée sur une fissure, un défect ou une bride. Et on peut également, c'est discuté, aucune étude là-dessus, mais faire des injections périurétrales pour les petites fuites d'urine. On l'a fait sur quelques patientes avec des résultats corrects. Les contacts osseux, vous savez, c'est quand on ces patientes qui ont des douleurs pendant les rapports, souvent très jeunes et très minces, où on sent qu'entre l'os et la muqueuse, il y a 1 mm, pas du tout de graisse. Elles ont très mal pendant les rapports, en général, de chaque côté de l'urètre. En faisant une petite injection de chaque côté, on arrive à corriger la chose. Donc voilà, là c'est une vidéo d'une fissure. Donc vous pouvez la lancer s'il vous plaît. Pardon. Voilà. Donc voilà, la patiente a mis juste une crème anesthésiante. Donc on voit cette petite fissure, donc qui se rouvre à chaque fois qu'elle a une pénétration. Cette fissure se rouvre et c'est extrêmement invalidant. Donc une crème anesthésiante locale 1 heure avant et on va faire une injection donc en éventail dans ce cas-là, juste en sous-muqueux, on ne va pas très profond. Et on fait des petites injections rétrotraçantes multiples. En général, on injecte moins de 1 ml, donc ce sont des toutes petites quantités. Voilà, de façon très très simple, au cabinet, après une petite antisepsie locale très simple. Et si on veut viser la réhydratation, on peut faire la même chose sur tout le vestibule en U, tout autour de la vulve jusqu'au méa urinaire. Voilà, vous voyez que la patiente ne dort pas, hein, c'est pas truqué, elle ne bouge pas, elle a pas mal, c'est très très simple. Ensuite, on masse un petit peu pour étaler l'acide, pour pas faire éviter qu'il y ait des petites boules qui peuvent être inconfortables. Donc on étale bien l'acide au niveau de la zone. Et en général, on observe le résultat. En une petite semaine, on a déjà un effet hydratant. Et ensuite, le temps que la cicatrisation se fasse et la fissure disparaît. Donc les complications, ils font parler. Donc c'est très très rare avec l'acide hyaluronique. Il y a eu 2 cas rapportés d'embolie pulmonaire. Un cas était fait avec un acide qui n'était pas dédié à la gynéco. Quelques cas de fistule recto-vaginale, mais ce sont vraiment des utilisations probablement abusives parce qu'en injectant 1 ml en sous-muqueux, on voit mal comment on peut faire une chose pareille. Mais bon, comme toujours, c'est un geste médical, il y a toujours des risques potentiels. Donc les résultats, alors pas beaucoup d'études publiées, mais des présentations dans des congrès. Donc là, seulement 8 patientes de 54 ans ménopausées qui se plaignaient. Donc c'était en 2012, on ne parlait pas encore de syndrome génito-urinaire, mais c'était le cas. Donc on faisait 10 à 12 injections, 10 à 12 points d'injection sur le vestibule en U partout. Et on retrouvait une amélioration très rapide en une semaine. 80% des patientes se disaient satisfaites et améliorées. Une autre étude, donc 19 patientes, donc plutôt périménopausiques, pas toutes ménopausées, qui se plaignaient d'atrophie vaginale. Alors les critères ne sont pas très précis, mais en cours de patientes qui avaient des dyspareunies en rapport avec une atrophie. Donc on éliminait les contre-indications évidentes, hein, c'est la prise d'anticoagulants, les varices locales évidemment. Et donc on réalisait des petites injections un petit peu partout, avec une efficacité remarquable sur la plupart des patientes, et avec un effet qui durait la durée de vie de l'acide hyaluronique, 9 à 12 mois. Alors c'est pas toujours vrai, des fois, notamment pour les fissures, on a des effets qui durent bien au-delà des 9 à 12 mois, alors que l'acide a disparu, parce que très souvent, le fait d'avoir corrigé le problème, les patientes augmentent leur activité sexuelle, et le problème ne revient pas, et on n'a plus besoin de réintervenir. Donc ça, c'est quelques résultats donc
correction de béance vulvaire avec de l'acide hyaluronique. Voilà, bon, c'est assez spectaculaire, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc le laser, on en parle beaucoup en gynéco, nous y sommes mis depuis 1 an maintenant, il y a des études, je vais vous présenter, avec 2-3 ans de recul, donc on utilise, nous, c'est le Gynelase, qui est un laser CO2 fractionné et non ablatif, donc ça ne détruit pas les tissus. Le principe, et on en parlera après pour les ultrasons, pour la radiofréquence, c'est le même principe. Le principe, c'est de créer un effet thermique, un échauffement au niveau de la sous-muqueuse qui va provoquer des mécanismes de cicatrisation avec une néovascularisation et la nouvelle fabrication de fibres de collagène. Donc on est capable aujourd'hui avec ces lasers, donc ça c'est un laser qui est dédié spécifiquement à la gynécologie. La plupart des lasers sont dérivé de la dermato. Celui-ci a été développé spécifiquement pour la gynéco. On peut choisir la dose, l'espacement des points, l'intensité, on peut tout régler en fonction de ce qu'on veut faire. Ça se fait en cabinet de consultation, aucune anesthésie, aucune préparation. C'est un laser CO2, la cible du laser CO2 c'est l'eau. Donc si on nettoie avant, si on met des lubrifiants avant, évidemment on a un effet moindre, l'eau arrête le laser. Donc c'est quasiment indolore, sauf dans les atrophies marquées. Les patientes qui ont vraiment une atrophie marquée se plaignent de petits picotements à la première séance et en général pas du tout à la deuxième. On fait 2 séances à 1 mois d'intervalle, ça dure 10 minutes environ. Et on conseille simplement d'éviter les rapports et les baignades pendant 7 jours, mais sinon une vie normale dès la sortie du cabinet. Donc voilà comment ça se passe. Donc ça c'est la vidéo du labo. Merci de la lancer s'il vous plaît. Donc voilà, on est en cabinet, aucune préparation, pas d'anesthésie, rien du tout. On introduit le laser donc à l'intérieur du vagin, donc c'est une petite sonde circulaire. Il y a différentes tailles, il y en a des plus petits maintenant pour les atrophies marquées, pour que les patientes n'aient pas mal. Et on va faire des petits impacts répétés au même endroit, sous forme hexagonale. Sous forme hexagonale, ça permet d'avoir, quand on joint les hexagones, d'avoir une forme cylindrique jointive. Et on va traiter sur 360 degrés et sur toute la longueur du vagin. Ça va entraîner donc un épaississement du vagin, alors qui n'est pas immédiat. Hein. Le résultat définitif, c'est 1 à 3 mois. Mais les patients décrivent déjà des améliorations 8 à 10 jours après la première séance. Voilà, et on traite donc la totalité du vagin sur 360 degrés. Et on peut insister un petit peu plus sur la partie antérieure quand il y a une incontinence urinaire d'effort associée. Je vais vous montrer les résultats. Donc les indications, bon, c'est un laser, hein, donc on peut faire plein de choses avec, on peut faire les condylomes, etc., mais ce n'est pas le but. Là, les indications phares qu'on a avec ce laser, donc c'est ce qu'on appelle le syndrome de relâchement vaginal. En gros, ce sont les patientes qui se plaignent d'une sensation de vagin trop large pendant les rapports. Ça peut être objectif, ça peut être subjectif, ça ne se mesure pas. Donc on se fie vraiment à ce que nous raconte la patiente. L'atrophie vaginale et l'incontinence urinaire à l'effort. Les contre-indications, aucune vraie, à part le bon sens. Hein, évidemment, s'il y a une hémorragie en cours, on ne le fait pas. Si la patiente est enceinte, on ne le fait pas. Mais globalement, il n'y a pas de... S'il y a une infection locale, on ne le fait pas. Mais en dehors du bon sens, pas de contre-indication majeure. Donc les résultats, je vais vous les présenter. Donc ça débute en France, hein, parce qu'il y a... Là, il y a quelques lasers qui s'installent un petit peu partout, mais globalement, il y a 2 ans, il y en avait 0. Nous, on y est depuis 1 an. Aucune étude française dans la littérature. On manque un peu de recul. Par contre, toutes les études vont dans le même sens, vous allez voir. Donc, sur l'atrophie vaginale, qui nous intéresse surtout aujourd'hui, donc il y a 4 études qui ont été rapportées, dont une sur 50 patientes avec cancer du sein. Donc, ce qui est un petit peu difficile à estimer, c'est que les protocoles n'étaient pas toujours les mêmes, les doses faites n'étaient pas toujours les mêmes. Mais globalement, vous voyez qu'on retrouve... Pour les plus pessimistes, 50%, pour les plus optimistes, 100% d'amélioration des patientes de la sécheresse, avec des résultats qui durent jusqu'à 11 mois. La dernière étude est intéressante parce que les patientes qui avaient interrompu les rapports à cause de cette gêne, dans 85% des cas, ont pu reprendre une activité sexuelle. Donc là, c'est une autre étude, donc c'est un laser différent de celui qu'on utilise, qui est un laser ablatif, donc un laser dermato qui a été détourné en gynéco. Donc des patientes de 53 ans, pas toutes ménopausées, qui se plaignent d'incontinence urinaire d'effort modéré, avec des questionnaires de satisfaction avant-après, pour évaluer la qualité de vie sexuelle des patientes. Eux décrivent 100% d'amélioration et qui persistent jusqu'à 36 mois. Donc vraiment spectaculaire, quand on sait que la bandelette, le traitement chirurgical de référence, ne donne pas 100% d'amélioration, c'est vraiment des beaux résultats. Une revue de la littérature récente qui a repris 13 études publiées dans la littérature avec 818 patientes au total. Alors des populations très hétérogènes, des techniques très hétérogènes, mais globalement, dans tous les cas, il a retrouvé un effet positif du laser sur l'incontinence urinaire à l'effort, qui reste à confirmer par des essais, bien sûr. Une autre étude, donc c'est toujours le même principe, hein, donc 24 patientes, incontinence urinaire d'effort légère à modérée documentée, donc celle-là avait eu un bilan urodynamique, donc là on essaie d'être plus objectif. 48 ans, donc des femmes jeunes, des femmes ménopausées. 50% avaient également de la sécheresse, se plaignent de sécheresse, et 92% d'hyperlaxité. C'est là où on retrouve bien le syndrome génito-urinaire. Il n'y a pas ou l'incontinence ou la sécheresse, c'est un ensemble.
Et on réalisait donc 2 séances à 4 semaines d'intervalle. Elles étaient revues 8 semaines plus tard avec des scores d'évaluation de la qualité de vie sexuelle. 83% des patients décrivaient une amélioration des fuites d'urine, 100% de la sécheresse et de l'hyperlaxité. Et tous les résultats étaient statistiquement significatifs. À peu près la même étude, toujours pareil, donc des patientes en moyenne un petit peu plus âgées, une quarantaine de patientes, des incontinences légères à modérées ou mixtes. Là, on décrivait 83% d'amélioration et 95% des patientes à l'issue du laser avaient un score IC-IQ entre 0 et 1, ce qui veut dire quasiment plus aucune gêne. Donc nous, dans notre pratique, donc je vous dis depuis juillet 2016, on a traité 96 patientes. Les indications étaient souvent mixtes, mais incontinence urinaire d'effort, toujours après échec de la kiné, sécheresse vaginale, toujours après échec des œstrogènes locaux, et les syndromes d'hyperlaxité vaginale, après échec de la kiné également. Pour la sécheresse et l'hyperlaxité, on avait 100% des patientes améliorées, et toutes celles qui n'avaient plus de rapport ont pu en reprendre. Sur les incontinences urinaires d'effort, 95% des patients décrivaient une amélioration et 80% une disparition. Donc bien sûr, c'est des patientes sélectionnées, on a fait de la kiné bien faite d'abord, on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait faire d'abord, et pas les incontinences majeures, mais vraiment des résultats spectaculaires et conformes à la littérature. Donc oui, il faut d'autres études, il faut préciser les protocoles, il faut voir un petit peu tout ça. Mais nous, on avait démarré un petit peu en l'essayant sans trop savoir où on allait. Et aujourd'hui, on hésite à élargir de plus en plus d'indications. Moi, je commence même à avoir l'impression qu'on pose un peu moins de bandelettes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Philippe. Mais le lipofilling, ça, j'avais déjà présenté l'an dernier, le lipofilling. Donc, le principe très connu également en chirurgie. Pareil, créer un effet matelas comme pour l'acide hyaluronique, mais en plus apporter des facteurs de croissance très présents dans la graisse. L'avantage, c'est que le résultat est définitif. L'inconvénient, c'est que ça se passe au bloc opératoire. Donc les indications phares, c'est bien sûr les cicatrices obstétricales, c'est là-dessus qu'on a commencé, mais dans les atrophies majeures avec des patientes qui ont des vagins vraiment très rétrécis, très sclérosés, après radiothérapie, là on a des bonnes indications et des bons résultats aussi. Donc ça se passe en ambulatoire, sous anesthésie générale, on prélève de la graisse là où il y en a, le plus souvent sur les hanches pour des raisons pratiques, on est en position gynécologique, on centrifuge, on lave la graisse et on va réinjecter avec des toutes petites aiguilles, donc des toutes petites canules. Donc c'est juste par ponction, il n'y a aucun bistouri. On arrive à décoller les cicatrices et réinjecter de la graisse sur plusieurs épaisseurs. Donc les résultats sont là. Donc ça, c'est une patiente qui avait une cicatrice obstétricale douloureuse, rétractile. Alors je ne sais pas si on voit très bien sur les photos, mais on voit un aspect un peu blanchâtre à gauche, avec une petite béance qui a complètement disparu un mois après. Une patiente qui a repris une vie sexuelle normale. Là, pareil pour une béance vulvaire qui concourt à la sécheresse. Quand il y a une béance, il y a également plus de sécheresse. Voilà le résultat. Voilà. Donc là, c'est une cicatrice d'épisiotomie. Pardon, je passais vite. Une cicatrice d'épisiotomie avec une béance qui a complètement disparu. Même chose. Alors les traitements du futur, donc il y a le PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. On l'a vaguement évoqué tout à l'heure avec Betty. Alors en France, c'est interdit. On n'a pas d'autorisation parce qu'aujourd'hui, ça s'obtient sur une simple prise de sang. On prélève des plaquettes qu'on passe dans une machine et qui va donner aujourd'hui, selon les machines qu'on utilise, des résultats très différents. Donc on n'a pas d'études, pas de recul et pas de standard. Mais c'est utilisé par les orthopédistes pour le genou avec des repousses du cartilage, par les chirurgiens esthétiques pour les calvities avec des repousses de cheveux, donc des résultats spectaculaires. On pense qu'en gynécologie, il y a de bonnes indications, mais qui aujourd'hui ne sont pas publiées ni même évaluées. La radiofréquence, donc le dispositif le plus connu, c'est le Thermiva. Donc le principe, c'est le même que le laser. On crée un effet d'échauffement, ça se fait au cabinet, c'est indolore, et on observe donc une rétraction du vagin, une amélioration de la qualité de vie sexuelle. L'avantage par rapport au laser, c'est qu'il n'y a pas de risque de brûlure, même si avec le laser, on n'en a pas eu, ça peut arriver, mais pas de risque de brûlure. L'inconvénient, c'est que ça coûte beaucoup plus cher que le laser. Le laser, on est à peu près en France entre 200 et 400 € la séance. Là, on est plutôt à 600 € la séance, et il en faudrait un petit peu plus, et qu'on n'a pas de recul et très peu d'études. Les LED, bon, ça, je vous le cite parce qu'on en parle et que c'est en vente libre sur le site Alibaba Made in China. Je ne sais pas du tout l'efficacité. Voilà, ça existe. Le principe est sans doute le même que le laser et la radiofréquence, mais bon, avec des résultats probablement discutables. Donc en pratique, en première intention, on l'a dit, supprimer les facteurs favorisants, utiliser les topiques locaux et les œstrogènes. Je ne fais pas de laser, pas d'acide si je n'ai pas fait des œstrogènes d'abord parce que ça marche et qu'il n'y a jamais de contre-indication. Consultation sexo, évidemment, quelle que soit la cause du problème sexuel, plus il est ancien,
plus bien sûr qu'il y a un impact psychologique qu'il faut prendre en charge. Et en deuxième intention, c'est là où on va proposer le laser, l'acide hyaluronique, et dans les formes plus sévères, le lipofilling. Donc voilà, il faut toujours poser la question, et le professeur Roquet l'a dit, et il faut insister un peu, quand vous posez la question aux patientes, est-ce qu'il y a des problèmes pendant les rapports, elles vous font bon, non, ça va. Voilà. Mais quand on va chercher un petit peu plus loin, très souvent, en fait, on trouve des douleurs ou des soucis. Donc commencer très tôt, c'est plus facile de prévenir. Il faut essayer de sortir du préjugé. Alors, nous, on est des hommes, c'est sûr que l'abord est sans doute plus difficile, mais c'est vraiment important d'aller chercher les problèmes et de leur proposer des traitements. Et surtout, 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 ne pas laisser vieillir et chroniciser, parce que plus c'est ancien, plus c'est difficile à traiter. Et la prise en charge, comme toujours, doit être pluridisciplinaire avec les kinés, les sages-femmes, les sexologues, les gynécos, les dermatos, les chirurgiens esthétiques. Je vous remercie. Merci Brice. Est-ce que vous avez des questions sur tous ces événements qui deviennent de plus en plus populaires? Alors comme tout ce qui est populaire, effectivement on peut s'en méfier. Il y a 3 semaines ici on a organisé le congrès de chirurgie gynécologique et pelvienne, donc c'est la messe annuelle. Comme on était responsable de la coordination de ce congrès, on avait proposé un atelier cette session sur tout ce qui était restauration génitale, et en fait j'étais assez surpris parce qu'il y a un an au conseil d'administration, en fait, ils ont totalement accepté de le faire, ce qui était une surprise, mais surtout de le faire en plein air. Et en fait, la salle était pleine. Les chirurgiens. Et c'était une population plutôt chirurgicale. Donc, je crois que vraiment, ces sujets-là, il faut que ce soit évalué. Il faut que les professionnels de santé vraiment s'en emparent, parce qu'il y a certainement du bon et du moins bon, c'est sûr, mais qu'il va falloir, dans l'avenir, éviter le marketing qu'on peut connaître effectivement sur le marketing de la chirurgie esthétique. Nous, notre expérience, elle est venue surtout parce qu'on avait un chirurgien plasticien qui était associé avec nous au cabinet et qui nous a mis un petit peu sur la voie du lipofilling, et en même temps, le lipofilling a été de plus en plus démontré pour améliorer les douleurs sur les cicatrices épisio. Ça, c'est vraiment prouvé. Et puis derrière tout ça, c'était un peu de l'arbre qui cachait la forêt. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des surprises sur ce type de traitement? Tout le monde est convaincu. J'ai été complet. Allez, oui, une question. Je ne voulais pas monopoliser la parole. Alors Mireille dit jusqu'à quel âge vous faites ça? Il n'y a pas de limite d'âge. À partir de quel âge? Non, jusqu'à quel âge? Tant qu'il y a un trouble sexuel, je ne vois pas pourquoi on fixerait une limite d'âge. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Tant que la patiente consulte pour des troubles sexuels et qu'on peut l'améliorer, on ne limite pas. Alors, c'est vraiment, ça c'est important. C'est pour ça que je voulais introduire un peu cette notion de marketing. Je crois que justement, les gynécologues doivent vraiment s'intéresser au sujet pour sortir cette affaire du marketing pur. Parce que, sans vouloir, je vois là aucune critique envers mes collègues plasticiens, mais il est vrai que pour avoir côtoyé ce monde, tout est tarifé, quoi. Alors aujourd'hui, c'est pas remboursé. L'appareil coûte tu vas pas parler des coûts, mais ça coûte quand même 80 000 €. Les prix vont baisser bientôt là. Le lipofilling, on arrive à le faire en hospitalisation, remboursé plus ou moins par la Sécu, mais effectivement, il y a quand même des limites, parce que vous savez très bien qu'à partir du moment où on s'intéresse aux troubles fonctionnels de la femme, c'est très mal payé pour les chirurgiens et pour les établissements. Donc, je pense qu'il faut effondrer cette barrière du marketing et de l'argent, mais justement le rendre beaucoup plus démocratique. En tout cas, nous, dans nos pratiques, c'est ce qu'on fait. Parce que grosso modo, tu n'as pas parlé aussi des séances, mais les séances de laser, c'est 200 €, alors qu'il y a beaucoup de cabinets de plastique où vous voyez que ne serait-ce que pour sur le visage ou les autres parties du corps, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Et on aurait tendance même à vraiment baisser à partir du moment, effectivement, où il y a un effet volume du patient pour que ce soit le plus démocratique possible. Donc, cette histoire-là, soit les professionnels de santé qui sont plutôt les gynécologues informés s'en emparent, soit effectivement ça va partir sur d'autres sphères plus élitistes, et où là les patientes, à partir du moment où elles vont payer, elles vont penser et elles seront obligées de croire que ça marche, alors qu'il faut qu'il y ait une notion peut-être d'argent, parce qu'effectivement il faut quand même acheter l'appareil, ça c'est sûr, et le bon, pas forcément les choses, mais je crois qu'on doit s'y emparer. Je voulais juste vous demander de résumer si j'ai bien compris. Donc l'acide hyaluronique, si j'ai bien compris, c'est sur le vestibule pour les douleurs vestibulaires, n'est-ce pas? Oui. Et le lipofilling, donc c'est dans le vagin?
L'hypofilling, on peut le faire partout. On peut le faire dans les grandes lèvres, dans le vagin, sur le vestibule. Tout dépend de l'indication qu'on vise et du souhait de la patiente d'aller au bloc. Le lipofilling, souvent, est remboursé. On a un remboursement sécu pour les lésions post-traumatiques. On peut estimer que le lichen, l'accouchement sont des traumatismes, enfin dans certains cas. C'est ce que pensent les ministres. Donc on peut, dans ces cas, on le passe sécu. L'acide hyaluronique, ça coûte quand même... Il y a le coût des ampoules, etc. Donc on arrive quand même à 250 € la séance. Donc c'est vrai que c'est pas donné. Mais le lipofilling a l'avantage d'être définitif et on peut le faire partout. Les grandes lèvres, le vestibule. Et puis c'est loin dans le vagin. L'acide hyaluronique, on est limité en profondeur. Donc c'est vrai qu'on se limite un petit peu au vestibule. Et donc le laser, c'est uniquement dans le vagin. Pardon? Et le laser, c'est uniquement dans le vagin. Le laser, on traite tout le fourreau vaginal. D'accord, mais pas le vestibule, pas la vulve. On peut traiter le vestibule, mais vraiment... Quelle est l'indication du lipofilling dans les lichens? Alors dans les lichens, dans les études, on a quelques lichens, on était vraiment désemparés après qu'on les a montrés aux dermatos, à tout le monde et tout, etc. Des patientes qui ont des atrophies majeures séquelaires en fait du lichen. La seule chose, le laser a été évalué sans résultat vraiment très probant, enfin plein de choses ont été évaluées. Ces patientes sont désespérées, chez qui on ne sait plus rien proposer. On s'est mis à leur faire du lipofilling pour voir. Et on a des améliorations. On n'a pas des guérisons, on n'a pas de disparition. Et tu parles de l'atrophie vulvaire ou vaginale? Sur les lichens scléroatrophiques anciens, vieillis. Mais de la vulve? De la vulve, oui. D'accord, de la pas vulve l'atteinte vaginale et du vestibule. Plan. On peut le faire, on peut mettre de la graisse où on veut. Et on arrive à améliorer sur le plan symptomatologique les patients. Oui, c'était Magalon qui avait commencé sur les lichens il y a 8 ans au CHU. Et c'était là où on a commencé les premiers lipofilling de vulve. Ça fait 8-9 ans. Quoi. Oui, c'est ça. J'ai une question, pardon, pas une question, juste apporter 2 ou 3 petites choses. Comme je le disais tout à l'heure, je fais les injections d'acide hyaluronique au cabinet. Vous parliez d'argent. Bon, d'abord, pour rajouter quelque chose à la question de ma consoeur, ça se fait pour les douleurs, mais surtout pour la sécheresse vaginale post-ménopausique, ça marche très très bien. Le résultat tient pendant 9 mois. Pour parler des prix, on demande, selon les gynécologues, et selon les villes, entre 150 et 350 €. À Montpellier, c'est plutôt 200 €. Et vraiment, les résultats sont excellents. Vous avez parlé aussi du prix très élevé du laser, 80 000 €. Je voulais juste dire pour l'Assemblée qu'il existe depuis peu des petites start-up tout à fait intelligentes qui louent aux professionnels de santé un laser. Ils l'amènent au cabinet, ils le laissent pour une journée, ils reviennent le chercher le soir. C'est ce qu'on fait, nous. Tout à fait abordable. C'est ce qu'on fait, nous. Et on peut prendre ça une fois par semaine ou une fois par mois. Et voilà, ça évite de l'acheter à 80 000 €. Mais comme souvent, ça manque d'évaluation. Et ce qui est dommage, et c'est déjà trop tard, c'est-à-dire que pour avoir des vraies études sur ce sujet... Non, je répondais juste à la question. Oui, non, mais la problématique, c'est que voilà, derrière ça, il y a tout un marché. Quoi. Donc là, on est déjà en retard, comme souvent. De toute façon... En chirurgie, globalement, vous regardez l'histoire du robot, en fait, personne n'a jamais démontré que c'était efficace, mais c'est vendu. Donc c'est trop tard, maintenant il faut faire des études en rétro. Là, aujourd'hui, il faut juste, le deuxième étape, il ne faut pas que les gynécologues laissent passer ça. Ce n'est pas qu'une question d'argent, je pense que c'est vraiment pour comprendre, on comprend, je pense, plus les femmes que les chirurgiens plasticiens qui viennent juste pour un désordre anatomique. Et comme on l'a vu dans toute la session, il y a ces multifactoriels. Il ne faut surtout pas leur faire croire que le traitement va être magique et que monsieur va revenir et que ça va être le paradis, quoi. Donc il faut quand même un peu aussi être humble par rapport à ça. Les plasticiens, de toute façon, vont prendre le marché si là. Ils se sont mis à Marseille, il y a des plasticiens qui ont acheté la radiofréquence déjà. C'est vrai que les séances sont... Le problème, c'est que les plasticiens, encore une fois, on n'a rien contre eux, mais ça va être beaucoup plus cher que ce qu'on va leur proposer parce que c'est culturel chez eux. Les patients vont chez eux en sachant qu'on va payer. On ne vient pas chez le gynécologue en se disant qu'on va payer 200 € non remboursés. C'est vrai qu'il y a un peu cette culture du recrutement qu'eux ont et que nous n'avons pas. Mais on insiste toujours sur l'idée que nous, on fait du fonctionnel, on ne fait pas de l'esthétique, on fait du fonctionnel. Il n'y a pas de photo avant-après avec le laser, quoi. C'est un questionnaire avant, un questionnaire après, mais il n'y a pas de photo. Donc on est vraiment dans le fonctionnel. Donc dans le thérapeutique, pas dans l'esthétique. Mais les plasticiens, ce que je disais, s'intéressent. Il y a des sessions en chirurgie plastique de restauration vaginale aussi. Donc ils savent que quand on voit le marché, la demande aux États-Unis, on sait très bien que dans 2 ans, ça viendra en France. Donc les congrès mondial de chirurgie plastique. Le mondial à Paris, là, en février, 10 000 personnes. Il y a une journée entière consacrée à ça. Donc 10 000 personnes sur la restauration génitale. Alors moi, je suis sage-femme et je pratique la radiofréquence en fait, surtout dans le postpartum, sur les rééducations du périnée et puis sur aussi donc les problématiques cicatricielles. On voit aussi des personnes plus âgées qui viennent avec donc des atrophies vulvaires,
effectivement, des douleurs pendant les rapports, des incontinences urinaires. Et je me posais la question par rapport à la radiofréquence que vous avez présentée, de la différence de produits. Moi, le produit que j'utilise, qui est proposé aux sages-femmes, s'appelle Indiba. Et c'est pas du tout les mêmes prix, à ce que je comprends, que ce que vous proposez. C'est une sonde qui s'introduit pour aller en profondeur au fond du vagin. Sur toute la profondeur vaginale. L'indiba, on est plus superficiel. Externe, voilà, souvent. plus externe. La différence est là, et après la différence est sur le fait que ce sont les plasticiens qui font de la radiofréquence. Donc c'est plus cher. C'est aussi bête que ça. Thermiva, c'est gros comme ça, la boîte, c'est beau comme ça, et avec du consommable, je ne me souviens plus du prix de la sonde jetable, mais c'est intenable en gynécologie. Voilà. On va pouvoir augmenter nos tarifs alors. Vous devriez, oui. En parlant de tarifs, juste une information qu'il faut vraiment donner, c'est que si vous faites de l'acide hyaluronique, du lipo ou ce type de geste, il faut que vous en parliez à votre assureur. Hein. Nous, on s'est pris 2500 ou 3000 euros de majoration, 4000 euros de majoration par an. Hein. Et par contre, il n'y a pas beaucoup de complications, mais quand il y a une complication, par contre, les experts ne comprennent pas la restauration génitale. Dès qu'on est hors sécu, de toute façon, on a obligation de résultat. Hein. Ouais. C'est ça le problème. Donc il faut vraiment faire très attention à ce type de gestes, même s'ils sont très... Il peut y avoir une allergie, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. Et il faut vraiment bien faire signer les consentements éclairés, respecter dans la chirurgie fonctionnelle non sécurité sociale plus de 15 jours, je crois, de délai entre la proposition, la signature des consentements des devis, etc. et être bien assuré. On va conclure, je te remercie, et on se retrouve donc dans une demi-heure pour la suite de la session. Donc on a tenu